Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou en Blu-ray, après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public, il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer l'ultime séance. Mec, c'est quoi le film? Putain, je trouve pas. Ferme ta gueule, c'est quoi ça? Quelqu'un peut me mettre s'il vous plaît? 3, 4. Allez, mets tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer, tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer. Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est, c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e numéro de l'Ultime Séance. Le long métrage au programme aujourd'hui n'est autre que Trash Humpers, un film sorti en 2009 et réalisé par le cinéaste Harmony Korine. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs? Pour vous répondre, je serai aujourd'hui accompagné de l'incroyable Zach. Coucou. Et du merveilleux Boris. Salut. Alors juste petite précision, nous avons actuellement des ventilos qui nous accompagnent lors de cette émission parce qu'il fait extrêmement chaud, parce qu'on est en train d'enregistrer en juillet, donc il fait à peu près 30 degrés dans l'appartement, donc excusez-nous pour la gêne occasionnée. Au sommaire de cet épisode, nous commencerons par l'ultime séance de Trash Humper de Harmony Korine, puis nous enchaînerons avec l'instant hors-champ où nos chroniqueurs auront carte blanche pour parler de ce qu'ils veulent, et enfin on terminera par la barlographie. On commence de suite avec le cœur de l'émission, l'ultime séance. Le concept est simple. D'habitude, nous regardons tous un film ensemble et parmi nous, une seule personne le connaît, tandis que les deux autres le découvrent pour la première fois. Mais aujourd'hui, comme nous avions fait avec l'épisode 3 sur Metropolis, nous avons décidé de découvrir un film qu'aucun de nous n'avait vu, et il s'agit de Trash Humpers. Dans un premier temps, nous allons donc vous présenter le film et son auteur dans le synopsis. Alors du coup, pour présenter l'auteur Harmony Korine, donc un cinéaste américain assez particulier, âgé aujourd'hui de 51 ans. Pour m'aider, j'ai un petit peu sa page Wikipédia en anglais sous les yeux, car sur l'article français, il n'y a pas beaucoup d'informations, notamment concernant sa vie. Donc il est né en Californie, son père était un danseur de claquettes, et il produisait des documentaires pour PBS dans les années 70. Il a amené son fils voir des carnavals ou des cirques, et il lui a appris comment utiliser une caméra Bolex. Je pense que c'est des vieilles caméras. Quand il était enfant, il allait voir aussi des films avec son père au cinéma, tels que le film de Werner Herzog, Même les nains ont commencé petites, cinéaste qui va d'ailleurs l'influencer plus tard dans sa carrière, et qui sera une de ses idoles. Mais il lui montrait également des films de Buster Keaton, par exemple. Il a vécu en tant que jeune enfant dans la baie de San Francisco avant de déménager avec sa famille dans le Tennessee, plus précisément à Nashville, qui est devenue sa ville de cœur, et dans laquelle il tournera plusieurs de ses œuvres, dont on va parler juste après. Parmi les cinéastes qui l'ont influencé quand il était jeune et dont il aimait voir les films au cinéma, on peut citer John Cassavetes, Werner Herzog, Jean-Luc Godard, Robert Altman, Rainer Werner Fassbinder, ou encore Alan Clark. Donc pour parler un petit peu, je vais faire le tour de sa filmographie qui commence en 1995 alors qu'il est seulement âgé de 18 ou 19 ans et qui traîne avec pas mal dans le milieu du skateboard. À New York, il fait la connaissance du photographe sulfureux Larry Clark qui désire faire ses premiers pas dans le cinéma. Donc il va charger Harmony Korine d'écrire un script sur une bande de jeunes en y incluant la question du sida dedans. Et donc ça va donner le scénario du film Kids, donc sorti en 95, qui verra notamment certaines actrices débuter comme Chloe Sevigny ou Rosario Dawson, qui auront une carrière prolifique par la suite. Donc c'est des débuts fulgurants pour le jeune Harmony Korine qui écrit le script de ce film, mais qui joue également un petit rôle dedans, assez marrant. Et donc ouais, c'est un film qui suit la jeunesse de manière assez crue et réaliste pour l'époque. Voilà, le sexe, la drogue. Et ça va donc lui permettre de se faire remarquer auprès d'un producteur qui va l'aider à monter son premier film en tant que réalisateur, Gummo, sorti en 1997. Donc Gummo, assez spécial, qui est devenu un film culte avec le temps. C'est un film pratiquement expérimental, à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est
plutôt une succession de petites scénettes où on va vraiment suivre ce qu'on pourrait appeler l'Amérique white trash, quoi. Les rednecks dans le fin fond du Tennessee. Donc là, l'histoire fictive se passe dans l'Ohio, dans la ville de Xenia, qui a été frappée par des tempêtes et des tornades dans les années 70. Et voilà, on va suivre plusieurs petites scénettes avec plusieurs personnages qui font des trucs bizarres, notamment deux jeunes qui passent leur temps à tuer des chats sauvages dans la ville dans laquelle ils sont. Tout ça sur une bande-son assez particulière qui va mélanger aussi bien du Roy Orbison, du death metal ou du Madonna, mais dont Zach nous parlera sûrement plus en détail un peu plus tard. Suite à cela, en 99, son deuxième film, Julien Donkey Boy, dans lequel joue également du coup Chloé Sevigny, qui est devenue sa compagne à l'époque, et notamment Werner Herzog, son idole. En gros, on suit une famille dysfonctionnelle avec le héros joué par Erwan Brenner, qui était notamment connu pour avoir joué dans Trainspotting, un des camés. Là, il joue un mec schizophrène, donc on va suivre le quotidien avec son père, donc qui est joué par Werner Herzog, sa sœur c'est Chloé Sevigny. Et donc ce film, Julien Donkey Boy, a la particularité d'être inscrit dans ce qu'on appelait le Dogme 95, qui est donc ce manifeste créé par les cinéastes danois Thomas Vinterberg et Lars von Trier, qui prônait une espèce de retour au cinéma réaliste, une espèce de nouvelle vague du cinéma danois, voilà, où le but était de filmer avec des caméras dégueulasses et des choses réelles, pas d'artificiel en fait. C'est un petit peu ça, il y avait des préceptes à respecter, ce que n'a pas du tout fait Harmony Korine quand on regarde son film Julien Donkey Boy, mais qui a quand même été accepté dans le Dogme. Voilà, mystère. De toute façon, les films même de base du Dogme, savoir Festen et les idiots, ils respectent pas certaines règles. Oui. Genre normalement, l'auteur doit pas être crédité et ils sont totalement crédités, je crois. Et ça doit être tourné en pellicule et là c'est tourné en caméra DV. Donc c'est vrai. Mais lui, par contre, il en enfreint beaucoup. La musique, même le montage, il y a trop d'effets de style. Et la meuf enceinte qui est pas vraiment enceinte. Oui, c'est vrai ça. Mais il respecte au moins une image crado, puisque c'est pratiquement impossible de pas cligner des yeux devant le film dès qu'il commence. C'est particulier, mais ouais. Ensuite, il enchaîne en 2007, donc 8 ans se sont écoulés entre son deuxième et troisième film, à savoir Mr. Lonely. Là, il revient sur une histoire plus traditionnelle, un cinéma, voilà, de la fiction plus normale, j'ai envie de dire, entre guillemets, où on va suivre un sosie de Michael Jackson, qui est paumé à Paris, qui se cherche dans la vie, qui va faire la rencontre d'un sosie de Marilyn Monroe, et ensemble, ils vont aller en Écosse, dans un château, où vivent plein de sosies de différentes stars, tels que le pape, la reine d'Angleterre, James Dean ou Abraham Lincoln, pour ne citer que. Et ensemble, ils vont vivre dans une espèce d'utopie avant d'être rattrapés par la brutale réalité. Un film plus poétique que ces exercices de style punk qui étaient Gummo ou Julien Donkey Boy, mais qui n'est pas non plus très éloigné des thématiques qui seront abordées dans ces films. Ensuite, en 2009, donc 2 ans après, il repart dans ses travers anards, j'ai envie de dire, avec Trash Humpers, dont on va parler longuement aujourd'hui. Et donc, 3 ans plus tard, il fait son retour fracassant avec le film Spring Breakers, qui est d'ailleurs, moi, par exemple, le premier film par lequel j'ai entendu parler de lui. Et peut-être même, on peut dire, c'est son film certainement le plus grand public, notamment avec ses têtes d'affiche qui comptaient toutes les stars issues de Disney Channel. Les princesses Disney comme Selena Gomez ou Vanessa Hudgens, qui sortaient d'High School Musical et l'autre Les Sorciers de Waverly Place, il me semble, qui était aussi connu dans la chanson. Ah si, c'est ça, il y a la blonde aussi là. C'est une anecdote de merde, mais en gros, moi quand j'avais vu le film, je sais plus, j'en avais parlé parce qu'il y a Ashley Benson dedans. Oui. Ouais. Et en fait, c'est la meuf principale de Pretty Little Liars là, et ma sœur était fan de ça, et du coup elle avait regardé le film. Oui. Et je lui ai dit, mais t'as vu Spring Breaker toi? Et elle me dit, non mais j'ai pas compris le film et tout, c'est pas du tout comme je pensais et tout. J'étais en mode, bah oui, mais c'est pas du tout. En fait, c'est genre, je pense qu'il a un peu le syndrome du film mal vendu ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'est fait exprès aussi de la part de Harmony Korine. Quand je dis, Spring Breaker, c'est vraiment genre l'anti-teen movie, tu vois. C'est le truc, ça démarre vraiment comme un teen movie et ça te détruit la gueule à la fin, quoi. Et c'est... Mais moi, c'était un peu comme ta sœur, hein. J'étais trop fan d'elle. En plus, c'était mon perso préféré de Pretty Little Liars. J'étais fan de Selena Gomez. Du coup, ce film, il m'a... T'as un passé, toi, hein. Ah ouais, t'as vu. Et donc, la 4e fille, c'est Rachel Korine, qui est sa femme. Et il y a également James Franco qui joue le gangster. Et en fait, avec ce film, c'est un peu un pied de nez à l'industrie, puisque effectivement, les gens qui connaissent pas son cinéma sont venus voir le film pour les actrices notamment. Et en fait, c'est un conte de fées cauchemardesque, on peut dire ça comme ça, puisque beaucoup de petites filles de 12-13 ans ont vite été choquées de ce film qui puait le sexe et qui voyaient leur star préférée en train de mimer des fellations notamment, ou d'en faire des vrais avec un gun dans la bouche. Donc voilà, après c'est son film
plus grand public, mais effectivement, il a été vendu comme une espèce de projet X bis. Quand on regarde la bande-annonce avec du Skrillex dedans et tout, le Spring Break, on connaissait pas ce terme-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soirées Spring Break, même en France, où c'est juste des jeunes kékés là qui font la fête sur la plage et tout. Bon, ben voilà, en fait, le film n'est pas tant une célébration orgiaque que ça, quoi. C'est très très lent, très contemplatif. Mais la collaboration avec Benoît Deby à la photographie, qui était le directeur photo notamment de Fabrice Duvels ou Gaspard Noé, où Cliff Martinez à la BO fait des merveilles. Voilà. Et il a continué donc avec son film d'après, qui est passé totalement inaperçu en France, The Beach Bum, avec Matthew McConaughey, qui joue un espèce de Clodo de Floride, Clodo poète, qui a une garde-robe très riche. Et voilà, le film, son montage est particulièrement chaotique. Il se passe 1000 choses et t'as pas le temps de t'attacher à des situations ou à des personnages. C'est très bizarre. Le film est sorti directement en VOD chez nous. Ah oui, il est jamais passé en salle. Non, il est sorti en 2019 aux États-Unis, mais j'ai regardé en France, c'était en 2021 en VOD directement. Et en fait, on retrouve un petit peu sa patte de Spring Breakers, notamment dans la photographie, puisque c'est le même chef-op. Et il a pas quitté encore Miami pour son projet d'après, donc qui date de 2023. Agrodrift, une espèce de trip halluciné, tourné avec des caméras infrarouges, mais modifié en post-prod, avec des espèces de filtres Snapchat de démons et de cornes qui sortent des yeux, qui suit un tueur à gages qui doit exécuter des contrats. Finalement, il tue pas grand chose ni grand monde dans le film. Et voilà. Mais ce qu'on peut dire en tout cas avec Harmony Korine, c'est que d'un projet à l'autre, il est pas là où on l'attend, quoi. Il va tout le temps innover, expérimenter. Ouais, c'est un mec qui essaye des trucs, quoi. Il teste. C'est un espèce de petit scientifique qui fait ses trucs dans ses fioles et ça explose souvent pour pas grand chose derrière, mais voilà, c'est un petit expérimentateur. Et je sais pas si vous savez son prochain projet, il s'appelle Avec les Baby. bébés, là Ouais, Baby Invasion. Ça serait tourné à la première personne comme un FPS et avec des gens qui auraient des têtes de bébés rajoutées grâce à des filtres et l'IA. Sachant que Agrodrift n'est pas sorti en France et je pense pas qu'il sortira. Il est disponible directement sur son site, sa nouvelle boîte de prod, j'ai envie de dire qu'il a créé, edgelord.com. Vous pouvez louer le film. Non, l'acheter en digital pour $16. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette présentation aussi chaotique que la filmographie du bonhomme. Je laisse la parole à Izzy et Zach si vous voulez rajouter des choses. Je crois, Izzy, t'avais des petites anecdotes sur chacun des films qui pouvaient agrémenter ma présentation. Oui, alors effectivement, j'en ai trouvé pas mal sur IMDb. Genre, c'est un peu ma passion de regarder ça. Et par exemple, dans Gummo, Corinne et son caméraman se faisaient souvent pourchasser, genre de lieux où ils voulaient tourner, parce qu'il y avait des pères darons, enfin des darons super énervés avec des armes qui les soupçonnaient de faire de la pédopornographie. Du coup, ils les viraient à chaque fois de plusieurs lieux où ils voulaient tourner, en fait. Genre... Ouais. Et genre, j'imagine, et genre vraiment le mot est précisé, genre des darons énervés with a gun, tu vois, genre t'es là, ok. Et Mais il n'y a pas de daron dans son film. Il y a que des oui, jeunes. non, il y a pas de daron, mais ça c'était pendant le tournage, quoi. Putain, Et, bête d'anecdote. Je sais pas, ça m'a fait rire. Après, bon, J'aime bien. comme je vous en doutez sûrement, il a fait du casting sauvage, il abordait des gens dans les rues, dans les Non, fast-food. jure. Non, mais voilà, il a un peu essayé de chercher un peu tout le monde. Et aussi, vous voyez la scène où il joue dedans avec le nain sur le canapé, là? Il Oui. était vraiment Oui. bourré, en fait, dans cette scène-là. Ça se Et, voit. et le mec nain, en fait, c'est son pote de l'école. Yes. Et aussi, petite anecdote école qui a été précisée, c'est que du coup, il n'y a pas eu d'animaux maltraités. Moi, j'aurais C'est cru. donc Hein. bel et bien de faux animaux. À chaque fois, c'est genre des C'est poupées bien fait, ou hein. des animaux empaillés. Et c'est un gros travail dessus, mais il y a vraiment aucun animal, à ce qui paraît, selon les sources IMDb. Moi, je l'ai vu la première fois, j'ai été choqué. Je pensais vraiment qu'ils avaient Ouais, moi filmé aussi. des chats morts et surtout tout. à cette époque-là, tu sais pas encore, tu sais, c'est un peu moins Le truc, surveillé. il est tellement fait hors des sentiers battus que t'es en mode, bah frère, il s'en bat les couilles, il tue vraiment des chats pour son film. J'étais en mode, Ouais. waouh. Horrible. Mais du coup, non. Bon. Et aussi, il y a une, je sais pas si vous connaissez le groupe The Shags. C'est un groupe de punk rock'n'roll des années 70. Mais bien sûr, Tu connais? non. Ok. Non mais du coup bref, il fait une référence à ce groupe de musique qui a essayé. En fait, c'est trois meufs qui ont été un peu forcées par leur père pour faire de la musique parce qu'il y a une espèce de Ah oui. révélation. Et mais elles faisaient vraiment de la musique pas folle. Enfin, il y a pas de rythme, le chant était faux, rien n'allait. Mais ça a fait un peu un buzz. Et du coup, c'est par le nom Dot et Hélène. Ça, c'est les noms de deux meufs du groupe. Et aussi le chat dans le film. C'est une référence à leur titre phare qui est My Pal Foot Foot. Voilà, donc il y a un peu cette ref là.
Et aussi les deux sœurs qui sont blondes là, Chloé Sevigny, bah, c'est une référence à Cherie Currie qui est donc la chanteuse de The Runaways parce qu'elle a une jumelle identique et elles sont toutes les deux aussi blondes très claires et du coup c'est une référence aussi à ça, donc on peut remarquer deux références de groupes punk féministes en plus. Mais Comment il s'appelle le groupe que t'as dit avant là? The Shags avec 2 G. Ah oui, Shags, mais parce que il me semble qu'à la base, en fait, c'est pas du tout du punk et c'est juste que c'est devenu du punk tellement c'était mal joué. Oui, c'est ça en fait. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. C'est plus un truc de rock and roll. C'est devenu des icônes punk genre adulées par Kurt Cobain et tout. Du coup, je trouvais ça marrant ces deux anecdotes musicales, petite ref là qui place comme ça. Ensuite, pour Julien Donkey Boy, il y a une scène à la fin où Julien, donc le personnage principal, porte quelque chose dans ses mains. Je n'ai pas envie de spoiler. Et comme vous en doutez sûrement, c'est une scène où il est dans les transports. Et donc, il n'y a pas du tout d'acteur autour de lui. Et en gros, Corinne a utilisé une caméra de type espion pour pouvoir l'installer et voir les caméras. Moi, je me demandais, les réactions des autres personnes. Je me demandais plusieurs fois, est-ce que c'est pas de la caméra cachée des fois tellement... C'était ça, là, ouais. Déjà, ça rajoute aussi au côté dégueulasse. Ah ouais? Dans Trash Humper aussi, il y a ça un peu. Hein. Il y a des trucs, je me demande si c'est pas des vrais gens. Hein. C'est trop réaliste pour être des acteurs. C'est trop bizarre pour être des acteurs, justement. Ouais. Et ensuite, aussi, le caractère et le personnage de Julien vient de son oncle à Corinne, qui s'appelle Eddie, qui était du coup schizophrène. Et Corinne voulait qu'il participe dans le film, mais bon, finalement, ça n'a pas pu être possible. Et, mais le film, il lui est dédié. On le voit à la fin. Oui, ouais, voilà. Mais en fait, il voulait le faire apparaître. Oui, c'est ça, son oncle. Ouais. Après, il y a aussi une référence au film de Herzog, parce que du coup, le père est joué par Herzog dans le film. Et en gros, il raconte une histoire d'un soldat qui se trouve dans une embuscade qui va bientôt mourir et il chante. Et cette chanson-là, c'est exactement la même ligne qu'il y a dans Aguirre et La colère de Dieu. Donc, il a fait lui-même une rêve pour son pote. La même ligne, Herzog. C'est-à-dire la même chanson, quoi. Genre vraiment, mot par mot, c'est la même chanson qu'il chante. Ah, d'accord. Ah, le truc à la flûte de Pan, là? Ouais, je pense, je sais plus. Magnifique. BO qui est faite par Popol Vuh, qui est un groupe de rock expérimental allemand très stylé. Stylé. Voilà, je voulais le placer. Et ensuite, j'ai une anecdote pour Trash Humpers, mais ça, je pourrais le dire plutôt plus tard, parce que c'est en lien avec ce qu'on va dire. Pour Spring Breakers, j'ai pas trouvé grand-chose, à part que Corinne voulait faire un mix entre la musique de Britney Spears et un film de Gaspard Noé. Stylé. Voilà. C'est le cas, hein. C'est un peu le cas, franchement. Et alors, The Beach Bump, c'est la dernière anecdote que j'ai. À Gros Drift, j'ai rien. Selon Corinne, les cheveux de Zac Efron sont inspirés par un panini. Pourquoi Zac Efron? Zac Efron, Tu dis The Beach Bump, Zac Efron. Je sais pas, c'est venu tout seul. Cheveux panini. C'est Zac Efron. Ouais, ok. Voilà, ses cheveux sont je sais pas si vous voyez, mais il y a une coiffure. Oui, comme si. Voilà, ouais. C'est inspiré par un panini. Voilà, c'était la fin des petites anecdotes inutiles, mais toujours sympathiques à apprendre. Allez. D'ailleurs, c'est ce film-là qui m'a fait un peu changer d'avis sur Zac Efron. Genre, ouais. Je me suis dit, ah putain, mais en fait, il sait faire des trucs un peu bien, lui. Vous voulez dire le mec qui apparaît 2 minutes dans le film? Ben, moi, je trouve qu'il est cool, son perso. Hein. D'accord. Et alors, pour en connaître un peu plus sur Harmony Corinne, donc Boris, t'as pu un peu dire sa biographie. Moi, je rajouterais aussi que, en fait, dès l'adolescence, il s'est mis à la peinture. Il a vraiment découvert cette passion pour la peinture dès l'adolescence et il en fait toujours maintenant. Dans un des articles que j'ai pu lire, il dit qu'il fait ça quasiment tout le temps, c'est l'activité qu'il fait le plus et qu'il adore ça. Donc on dirait qu'il a un peu un style abstrait, très coloré. Je sais pas si vous avez vu ces tableaux, mais je vous conseille parce que franchement ils sont pas mal. Genre moi j'aime bien. Ah ouais, c'est joli. Pour ajouter un peu à sa vie personnelle, en fait, c'est assez dur de comprendre d'où il vient vraiment, même si on a un peu eu des pistes que t'as pu dire, Boris. Dans certains interviews, il aime bien s'amuser à brouiller les pistes et ne jamais dire vraiment la vérité. Par exemple, il dit avoir grandi au sein d'une troupe de carnaval. Sa grand-mère était une chamane indienne, sa mère membre d'une secte fondamentaliste chrétienne, son père est juif, il a été acteur, mais aussi vendeur de fourrure. Mais ses parents sont aussi trotskistes. Vaguement terroriste, poseur de bombes, brûleur d'église, hippie jusqu'au bout des ongles. Voilà, enfin, tout est un peu flou. Le cinéaste raconte aussi qu'il disparaissait souvent et le laissait seul, livré à lui-même, que son père ne lui parle pas autrement qu'en le frappant ou lui en montrant des films. C'est-à-dire Boris dans le futur. Calme-toi direct. Moi, je frappe personne, moi. Et pour revenir un peu à son style artistique, ouais, ce serait moi, je dirais que c'est un peu divisé en 2 catégories. Genre, d'un côté, il y a une variation entre des films avec énormément de grains, de mauvaise qualité, un peu punk, l'esprit bat les couilles, très trash, rythmé avec aussi des fois pas vraiment d'histoire ou de fil rouge, et genre des scénettes ou quoi, des compilations de trucs absurdes qui arrivent.
mais absurde, bizarre, tu vois, genre trash, chelou, malaisant. Et après, dès ces films des 2012, quoi, beaucoup plus de contraste, une image super propre, clean, avec des néons, un style lent, où certes, il ne se passe pas forcément grand-chose non plus, mais l'image, elle a rien à voir, quoi, et totalement... c'est limite tout l'inverse, genre haute qualité et tout ça, enfin, ce qu'il n'aimait pas de base. Et moi, je dirais que c'est un peu expérimental, ce qui fait, on dirait un peu des performances artistiques, mais genre sur l'humanité, sa simplicité, sa complexité, mais je sais pas, mis sous différents films, genre un prisme de ça, quoi. Carrément. Et j'aimerais aussi parler des thématiques qu'il aborde. Je dirais le principal, c'est un peu le white trash, genre vraiment l'ordure blanche, on va dire, de couleur de peau blanche, quoi. Et la misère sociale, la jeunesse qui est souvent perdue, les marginaux, la solitude, le moche avec un M majuscule, le laid, la laideur, la délinquance, la violence, le vraisemblable et souvent aucune morale vraiment tirée. On suit souvent un personnage ou plusieurs personnages qui semblent être perdus dans leur vie en quête de trouver un espèce de sens dans ce monde, de survivre mais aussi tout simplement de vivre avec ce qu'ils ont. Et il a un espèce d'intérêt, une passion de filmer des gens et des histoires dont on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Il laisse place au tout ce qui va être moche, au sale, au non propre, tout ce qui est vraiment crasseux. Et non mais ouais, de C'est fou. un crasseux. Et Ça peut être comparé un peu à des peintres aussi qui voulaient, il y en avait marre de la beauté, genre du beau avec un B majuscule, qui aiment prôner un peu ce qui est moche, ce qu'on voit au quotidien, mais qui est pas assez représenté. Par exemple, il y avait Goya, Rouault, Rodin, Bosch, Baudelaire. Archimboldo, qui, tu sais, vous voyez, il faisait des Oui. visages avec des légumes, là, tu vois, genre un côté un peu horrifique, Ah oui. horrible. Francis Organique. Bacon aussi. Et enfin, voilà, Bacon. et lui, ce serait un peu ça avec le cinéma, et c'est pas le seul, hein, mais moi, je dirais Carrément. qu'il fait un peu partie de ça, il montre tout ce qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Et il le fait, il maîtrise ça, quoi. C'est vrai. Ah aussi, je trouve dans son cinéma, il y a un univers South Park, dans le sens où il s'en bat les couilles, il crache sur tout le monde, il est... Enfin, je sais pas, mais Ah plus ouais. white trash quand même, donc bon. Mais ouais, il est... J'ai pas vraiment cruel. regardé South Park, moi, mais je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu comédie ultra vénère, bat les couilles, mais Bah, c'est un peu ça sans la comédie, quoi. je trouve qu'il y a surtout beaucoup de mélancolie dans ce qu'il fait. Hein. C'est très onirique et un peu bizarre. Je sais pas, c'est assez perché. Ok, c'est très bien tout ça. Tu veux rajouter des choses, Zach? Bah, si aussi, bah, il a un peu un rôle, entre guillemets, d'acteur. Enfin, il joue dans quelques films qu'il a ni réalisé ni écrit, notamment 2 films de Gus Van Sant, à savoir Will Hunting et Last Day. Il joue aussi vite fait dans Mid-90s, enfin dans plusieurs trucs comme ça, mais en général, c'est pas des gros rôles, c'est juste des petits rôles comme ça. Moi, ça dépend. Moi, je l'ai vu dans Manglehorn de David Gordon Green, le mec qui a J'ai pas fait vu ça. la trilogie Halloween, mais aussi Ah oui. les comédies avec Seth Rogen et James Franco, là, Pineapple Express. C'est lui qui a fait ça. Et Manglehorn, bon, c'est un petit film indé avec Al Pacino dans le premier rôle, mais lui, il avait un second rôle assez récurrent dans le film. Ok. Donc, ouais, je pense qu'il tourne dans les films surtout de ses potes ou des gens qu'il apprécie. Puisque comme tu parlais de Gus Van Sant, je sais qu'il l'a aidé à produire certains de ses films aussi. Enfin, c'est une de ses idoles avec Werner Herzog, quoi. On retrouve une espèce de radicalité dans leur approche du cinéma. Je trouve qu'il joue bien, il a vraiment ce côté un peu petit gamin avec sa petite voix et tout là, et je sais pas, je trouve qu'il est plutôt cool, moi j'aime bien. Ouais, bah disons que c'est un mec qui est un peu immature, quoi. Comme tu dis, passé la quarantaine, il croit toujours qu'il a 15 ans, quoi. Ça se ressent un peu dans certains de ses films où ses prises de parole en public, comme disait Easy, il raconte tellement de la merde souvent, tu te demandes s'il est pas tout le temps perché ou quoi. Et donc Zach, tu vas peut-être nous parler de son rapport à la musique, parce que j'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi... Enfin, je connais pas tout ce qu'il a fait, mais il a réalisé plusieurs clips pour des artistes de plus ou moins renom. Récemment, son dernière collaboration, c'était avec Travis Scott, sur son album Utopia, je crois. Non, il y a d'autres trucs, mais... Oui, bon, en tout cas, récemment, quoi, il y a eu ça. Oui. Où il a fait une grosse partie de son clip là dans le Circus voilà, c'est ça. Moi j'avais vu aussi qu'il avait travaillé avec Rihanna pour son clip Needed Me, ou avec Diane Vord, mais je te laisse nous parler de son rapport à la musique plus amplement, directement. Donc oui, comme le disait Boris, effectivement, j'avais pas prévu de commencer par les clips, mais on va commencer par ça, comme ça ce sera fait de base. Effectivement, du coup, il a réalisé plusieurs clips, et en fait, je trouve ça cohérent avec son cinéma, parce que il y a beaucoup de moments dans ces films qui sont très clipesques au final. Bon, des clips assez
effets spéciaux, mais effectivement quand tu regardes Spring Breaker, ça fait un peu image de clip au final, je trouve. Même dans Gummo en fait, ça fait un peu clip de trucs indé bizarres et tout. Ou Agro Drift, ça fait que ça. Moi, j'avais l'impression que c'était que un clip. Ah oui, genre. de fou, Agro Drift, c'est un gros clip. Ouais. Du coup, il a fait des clips pour des gens très variés, comme ses goûts musicaux d'ailleurs, qui ont l'air d'être un bordel monstre. Mais il a fait des clips pour Sonic Youth, enfin un clip pour Sonic Youth, un clip pour Rihanna, pour The Black Keys, pour Gucci Mane, pour Travis Scott, un clip aussi récemment pour Blady et Younglin, et ça, je suis très content de ça. Mais c'est toujours des clips... en fait, il y a des fois des clips qui sont plus classiques, donc comme celui de Rihanna qui est assez classique au final, et d'autres qui sont vraiment très perchés avec son univers, avec... des gens un peu freaks, un peu bizarres et tout, voilà. Après, celui de Rihanna, si je me souviens, on retrouve quand même son amour des guns et tout ça qu'il a depuis Spring Breakers, tu vois. Et justement, j'ai vu dans une interview écrite, il a dit les clips où les filles agitent frénétiquement leurs fesses, je me les passe en boucle. Ça m'a fait beaucoup rire. Il s'en bat vraiment les couilles. Et du coup, ouais, en termes de musique, ça a l'air d'être un énorme fan de métal, mais vraiment de métal extrême bizarre, tu vois. Et du coup, il écoute autant plein de trucs de pop que de trucs de hip-hop, de rap sudiste bien bresson. Notamment, il parlait de Ghetto Boys, de Tommy Lee Tree et de 36 Mafia, qui sont des trucs de Memphis, du Tennessee. Enfin, pas Ghetto Boys, mais les autres. Comme lui, c'est Nashville, c'est pas loin de Memphis. Moi, je trouve que cet univers c'est pareil, c'est du rap bien crasseux, bien bizarre et qui correspond totalement à l'univers de ces films. Pourquoi crasseux ? Qu'est-ce que c'est dans les paroles ou dans c'est quoi ? En fait, le rap de Memphis, c'est du rap super crasseux dans la musicalité. En fait, genre c'est une époque où ils avaient pas la thune, pas les mêmes productions que dans l'est et l'ouest des États-Unis, parce qu'ils étaient pas connus en fait. Et du coup, ils se passaient les musiques avec des cassettes, mais qui étaient enregistrées de cassettes enregistrées. Et du coup, ce qui fait que maintenant, c'est vraiment des vieilles cassettes dégueulasses. Donc pour ceux qui connaissent la funk par exemple, bah ça vient de tout cet univers-là du rap crasseux de Memphis. Et puis c'est surtout que ça parle de trucs horribles, c'est que des trucs, ça parle de violence, de drogue, de gun, de machin, de satanisme, de trucs, enfin c'est vraiment des trucs... moi j'adore personnellement. Mais ça date de quelle époque ? 90. D'accord. Ah oui, donc t'avais East Coast, West Coast, et en même temps il y avait ça. Voilà, d'accord. C'est ça. Et en fait, ça arrivait en même temps. Et genre, il y a donc ce truc fameux de André 3000 du groupe Outkast, qui est un peu connu, qui à une cérémonie des Source Awards a dit le fameux truc parce que tout le monde s'en battait les couilles du Sud. Et du coup, il a dit The South have something to say, en mode le Sud a son mot à dire. Et c'est là que c'est devenu. Et maintenant, on voit la prédominance du rap sudiste en fait sur toute l'industrie du rap parce que la trap, c'est du rap sudiste. Et maintenant, tout le monde fait de la trap. Absolument tout le monde. Alors que la G-Funk et le Boom Bap, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et du coup, la première fois qu'on voit Harmony Korine en physique, c'est du coup dans Kids, le film qu'il a écrit pour Larry Clark, et qu'il apparaît en mode gros nerdos dans une boîte de nuit avec des lunettes beaucoup trop grosses pour lui, avec des corrections qui lui font des yeux énormes, avec un magnifique t-shirt Nuclear Assault, un groupe de thrash metal. Je doute déjà qu'il y a un petit truc et c'est pas pour rien. On va le voir, ça va s'affirmer complètement dans la BO de Gummo, qui est du coup ce que j'appelle une BO playlist. Une BO playlist, qu'est-ce que c'est ? C'est une BO donc qui est une compilation de morceaux déjà existants. Donc pour certains cas, c'est fait par complète passion et référence, comme chez Tarantino ou chez Edgar Wright par exemple, pour les plus connus. Après, il y a des fois des BO playlists qui sont purement marketing, comme notamment toute la vague des années 2000 où le métal industriel et néo marchait bien, donc notamment tu peux prendre, Matrix c'est bien fait, mais tu vois c'est VO où il y a que des compilations de morceaux de métal qui passent dans des boîtes de nuit en fond ou des je sais pas quoi, ou de la techno ou des trucs comme ça. Ou j'ai aussi un exemple de BO playlist, c'est dans les comédies françaises, il y a pas mal ça, où c'est juste des compilations de morceaux de variété ou de pop ou de trucs qui marchent et que tout le monde connaît, et que du coup dans les films tout le monde va en parler quoi. Voilà. Et du coup dans ce même registre plus proche de Harmony Korine, on peut citer les films de Gaspard Noé avec Climax et Love où c'est beaucoup de morceaux déjà préexistants, ou dans les films de Greg Araki ça fait une nappe de fond un peu musicale entre shoegaze et post-rock. Et du coup dans Kids de Larry Clark il y a ce truc là aussi un peu de musique un peu random qui arrive comme ça, notamment une superbe scène de baston que je trouve trop bien. C'est la scène où les mecs se mettent à tabasser un gars pour aucune raison, j'ai pas compris cette scène d'ailleurs, sur du Daniel Johnston. Donc Daniel Johnston qui est un gars, une sorte d'icône de la petite chanson pop un peu lofi qui est fait tout seul par un gars, et c'est trop à contre-courant de foutre ça sur une scène de baston super violente parce que c'est vraiment l'inverse de la violence. Et qui du coup la chanson s'appelle Casper, c'est ce qui a donné le nom au personnage du héros dans Kids. C'est pas le héros, c'est son pote du héros. Ouais, c'est le pote du héros. Le héros il s'appelle, je sais plus, Telly. Le héros il s'appelle Telly. Oui c'est ça, oui. Et son pote, le gros connard là, il s'appelle Casper. Ah oui c'est ça. Et du coup là, dans Gummo on a vraiment ce truc, c'est vraiment la musique
choisi par passion et par voilà, et en fait la musique liée aux images crée quelque chose de magique. Donc dans Gummo, on a beaucoup de métal, donc beaucoup de métal extrême, du sludge, du black, du death, du grind, du rock expérimental. Vous irez chercher si vous voulez savoir ce que c'est. Il y a Sleep. Il y a Sleep, du stoner J'adore, aussi, le beaucoup, début, du là. coup, du doom, du stoner, et Yet God qui est un peu aussi du coup le fer de lance de ce qu'on appelle le sludge, qui est du coup du métal lent, bien crasseux, bien dégueulasse, full héroïne, full Bayou, Nouvelle-Orléans, tout ça, et qui colle complètement avec le truc bien transpirant, bien crado de ces maisons qu'on dirait abandonnées et ces gens qui font des trucs et on comprend pas pourquoi. Bref, voilà. Et du coup, il y a aussi une chanson du groupe Spaz, qui est un groupe d'un style qui s'appelle la Power Violence, donc en gros c'est du punk hardcore super vénère, mélangé avec du grindcore. Et en fait, le morceau s'appelle Gummo Love Theme, et c'est un son qui était déjà sorti avant, qui du coup, voilà, fait partie de ça. Et du coup, voilà, en fait, c'est ce que j'ai marqué, c'est à film marginal, musique marginale. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il utilise de la musique marginale mis de côté pour représenter des gens marginaux mis de côté. Et c'est ça que je trouvais super beau. Et puis aussi, bah, surtout que c'est des musiques qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre dans des films au final, en fait. C'est vraiment super rare. Il y a aussi un peu d'autres trucs bizarres, style des musiques ambiantes, bah, notamment un truc fait par Burzum, donc un mec de la vague black metal, des chansons un peu country, un peu bluegrass américaine de base. Et du coup, pour ce rapport aussi avec le métal, il apparaît dans un documentaire que j'ai vu qui est très très cool, que je vous conseille, qui s'appelle Until the Light Will Take Us, qui est un docu sur la seconde vague black metal en Norvège, et avec toutes ces histoires de gens qui cramaient des églises et qui se sont tous butés entre eux. Enfin bref, c'est un bordel monstre. Et du coup, il apparaît dans ce docu et il en parle, et du coup, c'est très intéressant. Après, du coup, il y a une autre facette totalement à part de sa filmo, donc c'est plus tout son rapport au rap, au monde du rap, dans Spring Breaker, où on a du coup le rappeur Gucci Mane, le roi de la trappe, qui joue dedans, et du coup, on a la présence de plein d'autres fers de lance de la trappe, comme Waka Flocka Flame, Drake, Nicki Minaj, tout ça, un peu de Rick Ross aussi, et pour le côté un peu plus teen électro, on a beaucoup de Skrillex, il y en a notamment directement dans la scène d'intro, même du The Weeknd aussi, tout ça. Pour continuer là-dedans, donc dans The Beach Bum, on a Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Juste, il y a un truc que moi je comprends pas trop avec Harmony Korine, c'est que genre lui-même a dit qu'il considérait la culture pop de vide. Genre il a dit, je cite, je n'en tire absolument rien quand il regarde par exemple des films de Tarantino ou quoi. Et genre là, on voit qu'il fait ça, tu vois, je trouve que c'est un peu, pas hypocrite, mais ça n'a pas trop de sens. Avec les films Spring Breakers et The Beach Bum, et même un gros drift au final, parce que Travis Scott, il est totalement dans la culture pop de ce moment. Mais pour moi, c'est vraiment, il prend un genre de film et il le renverse, tu vois. Ouais, oui, mais il flirte quand même avec la culture pop, tu vois. Oui, mais c'est fait exprès. Ouais. Je trouve ça un peu... Enfin, je pense. C'est comme s'il cracherait avec tous les feats qu'il a fait, tu vois, tous les clips musicaux et tout, c'est comme s'il cracherait sur eux, mais bon, il travaille quand même pour eux, tu vois. Bah après, il a plein de contradictions, ce type aussi, hein. C'est vraiment bizarre tout ce qu'il fait, donc voilà. Okay. Bref, et du coup, voilà, donc Travis Scott, avec qui il avait déjà réalisé, comme tu disais, Boris, dans Circus Maximus, aux côtés de son bon pote Gaspard Noé. Et d'ailleurs, il y a la musique aussi de Agrodrift, que j'ai trouvé incroyable, et qui est vraiment une part essentielle du film, parce qu'elle est vraiment présente tout au long du film, et elle crée une nappe sonore proche de ce qu'on pourrait entendre dans la musique ambiante, un peu expérimentale et assez vaporeuse. Et du coup, en fait, la musique, elle est composée par Arab Music, qui est un producteur de rap, qui a commencé du coup dans les années, 2000, tout ça, avec notamment sur le label du groupe Deep Set, qui est un groupe très influent de New York, et qui eux-mêmes ont créé donc une compilation qui s'appelle Deep Set Trance Party, et en fait, c'est un peu les précurseurs de ce mélange entre la trappe et les instrus de rap et tout ce qui est musique de club électro, donc la trance, le DM et tout ça. Et en fait, du coup, c'est un peu un précurseur de tout ce qui se fait dans les instrus actuellement, qui mêle ces samples de musique trance un peu électro, club avec des voix de filles et tout, qui se fait un peu dans la scène underground de SoundCloud, tout ça, du rap actuel, et aussi dans les précurseurs de ce qu'on appelle la trappe, mais la version EDM de la trappe, donc la trappe qui est jouée en club, avec notamment pour les trucs les plus connus mainstream, genre DJ Snake, Major Lazer, tous ces trucs-là, quoi, en gros. Et il y avait un dernier truc que j'ai remarqué aussi, c'est que dans beaucoup de ces films, il a une passion pour les gens qui chantent. Dans tous ces films, il y a toujours des gens qui chantent, des chansons super creepy, super bizarres. Dans Gummo, on a cette scène de finale qui est juste une meuf qui chante dans son lit comme ça, là. Et dans Trash Humpers, on va en parler, mais il y a ce personnage du caméraman qui est Harmony Korine, je crois d'ailleurs, qui chante toujours des petites avec ses Three Little Devil, des trucs comme ça. Dans Julian Donkey Boy, il y a aussi le personnage de Chloé Sevigny qui chante tout le temps dans les champs de blé et tout ça. Dans Mr. Lonely, c'est pareil, il chante aussi de temps en temps. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça, de vieilles chansons. En général, je crois que c'est des vieilles chansons de country, folk, americana, enfin des trucs vraiment qui ancrent pour qu'on se rappelle bien de où on est, dans quel pays on est, voilà. Du coup, voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire à peu près sur le rapport entre Harmony Korine et la musique. Mais il y a sûrement d'autres trucs, mais voilà. Il paraît qu'il a aussi écrit les paroles
d'une chanson de Björk. Ah ouais? Ouais, sur Wikipédia, il y a écrit ça. C'est laquelle? Harm of Will sur l'album Vespertine en 2001. Ah putain, Vesperine, il est trop bien cet album. Merci Zach pour ces éclaircissements musicaux. On va parler du film maintenant, présenté rapidement. Donc, Trash Humpers, de quoi ça nous parle? En fait, on va suivre un groupe de 4 personnes, il me semble, qui portent des masques de personnes âgées. Ils sont déguisés en vieux, c'est des faux vieux. Il y a une femme dans le lot, le reste c'est des mecs. Et en fait, on va les suivre dans des petites scénettes qui sont pas forcément liées. Enfin, dans des petites scènes qui vont s'enchaîner, ils font n'importe quoi. Ils détruisent des choses, ils rencontrent des gens bizarres et... C'est trop bizarre, mais je saurais pas comment expliquer ça, quoi. Ils cassent, ils tuent, se masturbent et violentent tous ceux Ah oui. qu'ils voient sur leur passage. Oui, ça par contre c'est important, ouais. Déjà rien que le titre, en fait, Trash Humpers, ça peut être traduit par les baiseurs de poubelles. Et effectivement, ça s'ouvre sur un plan de eux qui sont en train de baiser des poubelles. Donc ils le font pas vraiment, mais enfin ils se frottent et voilà, ils font des mouvements de va-et-vient plusieurs fois dans le film. Meilleure intro de film du monde d'ailleurs. Moi l'intro j'ai kiffé. Ah ouais. Ça introduit trop bien le film, tu vois. C'est genre vraiment ça te montre frontalement, genre c'est ça que vous allez voir. C'est Ouais, de la c'est merde. vrai. Genre. Ouais. C'est ça. Partez si vous voulez, maintenant. Mais c'est Ouais, dommage c'est ça. que, bon, 1h17 ressenti 4 heures, compliqué. Moi je trouve pas. Franchement on va en parler, mais je trouve que finalement c'est pas si ça va. Et donc parmi ces gens-là, en fait, Harmony Korine, comme t'as dit Zach plus tôt, il joue un des personnages qui filme tout le long et de temps en temps on le voit passer devant la caméra. Apparemment il s'appelle Hervé son personnage, bon, il y a jamais de noms qui sont donnés, mais... Et celle qui, la meuf, c'est sa copine, enfin sa femme, Rachel Korine, qui l'interprète. Donc voilà, le couple de dégénérés qui aime bien se donner en spectacle. Ouais. Easy, tu vas peut-être pouvoir compléter sur l'histoire derrière le film ou un peu de quoi il parle. Juste moi rapidement sur le côté technique, du coup il a été tourné avec des caméras VHS mais en basse définition, alors qu'à l'époque ça commençait déjà à émerger. Enfin, le film, si vous arrivez à le trouver ou à le voir d'une manière quelconque, vous demandez pas « Ah, j'ai récupéré une copie vraiment mauvaise ». Non, c'est la copie bonne qualité, c'est la copie originale. Et lui-même a affirmé que il voulait aller à l'encontre de ce truc de HD, de haute définition qui commençait à survenir partout dans le digital pour... Ouais, c'était une volonté de sa part de tourner dans une qualité aussi dégueulasse. Et pour le montage, je crois qu'il a fait avec des magnétoscopes de sorte à ce que, en fait, on a l'impression de voir le film que ce soit comme un fan footage, un enregistrement trouvé, où d'une scène à l'autre, c'est comme si quelqu'un avait mis une cassette dans le magnétoscope, l'avait sorti pour en mettre une autre. Et du coup, voilà, ça n'a pas forcément de sens. Mais on le voit même à l'image, des fois, de temps en temps, il y a les artefacts qu'on trouve sur des VHS, avec les petites bandes grises ou le symbole play, pause. Il y a vraiment un truc réfléchi sur cette esthétique-là. Oui, clairement. Et voilà, je laisse Izzy rajouter des infos si tu en as. Oui, bah du coup, il a fait plusieurs magasins pour trouver la pire caméra et la moins chère. Et du coup, bah, il a trouvé. Et quand tu vois le film, tu comprends, tu te demandes, ah oui, bah effectivement, elle est bien éclatée. Donc voilà. Et donc pour son film, son idée vient d'un souvenir qu'il avait quand il était enfant. En fait, il avait des voisins qui voyaient sortir, et genre c'était un espèce de groupe de vieux qui sortaient la nuit, et leur activité c'est le voyeurisme, quoi. Ils s'amusaient à espionner un peu leurs voisins, genre aux fenêtres et tout. Et ils portaient des chaussures blanches d'infirmière, comme on peut voir dans le film. Je sais pas si vous avez vu, mais ils portent des chaussures blanches. Et ce qui paraît, c'est exactement les mêmes que dans son souvenir. Voilà. Et quelques années après, pas loin de là où il vivait, il a vu des poubelles qui semblaient être tabassées, genre elles sont déformées, tout ça. Il a dit que plus il les regardait, plus il voyait des formes, comme s'il y avait des humains dedans. Et du coup, ça le fait penser à ce groupe de vieux qu'il voyait. Et c'est comme ça qu'a émergé son idée de son film Trash Humpers. Genre, il pensait à ces vieux-là, mélangés à ces poubelles-là, comme si, du coup, ces vieux auraient baisé ces poubelles-là. Et du coup, il a décidé d'en faire un film après ça. Après ces deux, je sais pas, c'est une espèce d'imagination, ces deux histoires qui sont rencontrées et ont formé ce film. Et aussi, Korine avait envie, de base, après le tournage de son film et le montage de son film, il avait envie de le laisser, genre, sans crédit, dans plusieurs endroits, dans la rue, tu vois, genre vraiment posé sur un trottoir ou un truc comme ça, pour que les gens le découvrent mystérieusement, sans aucune autre info. Il voulait aussi l'envoyer, le film, à des stations de police, pour, je sais pas. Mais en fait, finalement, il a abandonné l'idée, des deux idées, parce qu'en fait, il voulait que le film ait des copyrights, quoi.
que ça soit pas volé ou tout ça. Donc il a abandonné cette idée-là parce qu'effectivement, si on récupère un truc comme ça, c'est libre de droit, il y a aucun problème. Donc lui, il voulait pas ça, il voulait quand même son nom. Ouais. Donc il l'a pas fait. Ce côté contradictoire d'être dans Ouais. un geste punk, Mais pas vraiment. mais quand même toucher un bénéfice avec, parce que voilà. Mais oui, et effectivement, je vois par rapport à la création du film, c'est en fait après son film précédent, Mr. Lonely, qui était jusqu'à présent son plus gros budget. Il a été assez fâché de tout ce que ça impliquait au niveau administratif. Comme quoi c'est compliqué quoi de faire un vrai film, entre guillemets. Lui, ce qu'il aime, c'est faire un truc rapidement, sans trop de contraintes. C'est pour ça qu'il a voulu que son prochain projet soit réalisable le plus rapidement possible. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que tu disais avec son activité de peintre, parce que là, je vois, selon l'anecdote, c'est que il voulait s'approcher d'une forme analogue de l'immédiateté que t'as quand t'es un peintre avec ton canevas, quoi, ton tableau. T'as juste besoin de peinture, ton tableau, et tu te lances, c'est comme ça, quoi. Et voilà, quoi. Il a du coup retravaillé un peu comme il avait fait sur Julian Donkey Boy, sans vraiment de scénario, juste des idées un peu vite fait écrites, limite sur des post-it, pour faire son truc, quoi. Et puis voilà, il embarque... Ah oui, ce que j'ai vu, un truc de fou, c'est qu'apparemment, du coup, ils l'ont tourné hyper rapidement en 2 semaines, mais avec sa bande, en fait, ils étaient vraiment en mode sauvage, c'est-à-dire qu'ils dormaient vraiment sous les ponts ou dans les maisons abandonnées, et ils filmaient non-stop, comme si, je sais pas, comme tu disais, une performance artistique où ils se mettent dans les personnages, et voilà, quoi. Et c'est pas juste en mode, bon, allez, rendez-vous à telle heure pour le prêt à tourner, on va faire une journée, machin. Non, c'est genre, ils vivaient comme ça, comme des clodos qui cassaient des choses. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Gars, maman, ça va ou pas? C'est radical. Ah ouais, c'est sûr. Et il disait que son film aussi, c'était une ode au vandalisme et la représentation du paysage américain. Genre landscape, American landscape. Genre, c'est censé représenter les États-Unis. Ah ouais, ça les représente bien, hein. Voilà. Et le D'ailleurs, vandalisme aussi. Ouais. À la fin, il y a un bébé, je sais pas si tu te souviens, Zach. Je pense que c'est leur gosse. Parce que j'ai regardé, ils ont 2 gosses. Il y en a un qui est né en 2008. Donc ça coïncide avec l'année de création du film. Ouais. Vu que c'est un bébé tout jeune, je me dis, t'imagines, aujourd'hui, la personne, elle a 14-15 ans, un truc comme ça. Regarde! Un film de famille! Ouais, c'est ça. Non, moi, ce qui m'a fait trop rire, c'est que j'ai vu une interview et il disait que pour lui, Trash Humper, c'est le film le plus américain du monde et qu'il faudrait le montrer dans les écoles. Ah waouh. C'est Ça m'a fait quoi beaucoup ce rire. gros troll, là? Bah, c'est Harmony Korine, hein. C'est un gros troll. C'est ça. Et maintenant, on peut passer à la bande-annonce. Three little devils jumped over the wall, lopped off his head, and murdered it all. And lopped a doodle da day. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce et qu'est-ce que vous pensiez du film avant de l'avoir vu? Alors, j'ai noté, on va voir des gens qui aiment baiser n'importe quoi, style vulgaire, provocateur, dans une banlieue campagnarde américaine. Pas vraiment d'histoire, plus une compilation de scènes et personnages bizarres qui s'enchaînent dans le même milieu urbain. Gummo version adulte et plus trash et sale. Franchement, je suis trop forte. Je veux dire, c'est totalement... Ça pourrait être le résumé du film, genre. Bah, en même temps, là, tu peux pas te tromper, tu peux pas Ah faire ouais, une non. publicité mensongère sur ce film-là, Pas genre, c'est vraiment... impossible. Ah, quoique le montage, tu peux faire des trucs magiques avec, mais... Ouais, mais quand même. Mais là, ouais, il y a- là... Et toi, Boris, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je connaissais déjà, je crois que j'avais déjà vu des extraits par-ci, par-là, mais j'avais jamais regardé vraiment le film. Et récemment, j'ai eu à nouveau connaissance du film en regardant le film La Bête de Bertrand Bonello, où dedans, il y a des images de Trash Humpers qui sont utilisées, en mode, je sais plus exactement, je crois que c'est l'héroïne Léa Seydoux, je crois elle fait des cauchemars ou elle a des visions d'horreur, et en fait, il a mis des extraits du film. Et j'étais en mode, attends, mais ça me dit un truc, ce truc... Donc on voyait juste les vieux là qui font peur avec leurs masques, et à la fin il y avait crédité Trash Humpers. J'étais en mode ah ouais, il faudrait que je le voie ce film. Et du coup en regardant la bande annonce, alors j'ai noté, je sens qu'on va avoir à faire des trucs du trash gratuit pour rien. Le côté où il casse plein de choses et tout, il se filme avec une qualité dégueulasse, ça me fait penser à l'esprit de Jackass un peu. Ouais, oui. Mais surtout je me suis dit il y a quand même un côté l'esthétique des found footage type Blair Witch. Début des années 2000, et je sais pas, il y a quand même un côté film d'horreur, enfin ça
c'est assez creepy, quoi. Ça fait peur. C'est vraiment le côté crado de l'image qui rajoute au côté dérangeant des images qu'on voit, quoi. Donc j'avais noté, c'est un espèce de... Ça pourrait être un film d'horreur en found footage de tueur en série, tu retrouves ça dans la rue. Et voilà, j'avais noté pourquoi cette vieille qualité VHS alors que on est déjà en 2008-2009, voilà quoi. Ça C'est veut aller rien à dire. contre-courant quoi. Bah, Ouais, mais c'est ça qui est bien. c'était juste mon ressenti. C'est compliqué d'avoir... Et ben moi, comme je suis toujours un mauvais élève, je l'ai pas vu, mais pareil, j'avais déjà vu des bouts comme ça par-ci par-là. J'avais dû voir une affiche pour une projection ou je sais pas quoi, et j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce machin. Et là, je vois Harmony Korine, je fais ah putain, ok, je comprends. Mais ouais, ça m'avait pas attiré plus que ça parce que j'avais vu des images et j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore. Et j'ai vu que ça durait 1h17, j'ai fait putain de merde. Et bref. Mais je me disais ouais que ça allait être bizarre et tout. Mais comme j'avais déjà vu Gummo, je me suis dit ah. Et quand j'ai vu Julian Donkey Boy, après, je me suis dit, ok. En fait, pour moi, ça allait vraiment être un mix entre Julian Donkey Boy et Gummo, mais en version encore pire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en version... Ah ouais. C'est genre l'image de Julian Donkey Boy avec les thématiques de Gummo et en version comédie bizarre, tu vois. Ouais, bah, c'est un peu ça. Et heureusement qu'avec Boris, du coup, on a regardé les autres films quasiment chronologiquement. Je pense que j'avais vu ça en premier, j'aurais été vraiment perdu. Donc là, puisque Ah bah on a oui, vu les clairement. autres, genre, c'est plus accessible, entre guillemets. Mais en fait, c'est ça qui est trop drôle aussi avec sa filmographie, c'est que tu sais pas par quelle boule la prendre. Parce qu'en fait, tout est tellement bizarre et tout est tellement décousu. C'est ça. En fait, le mieux, je pense, c'est l'ordre chronologique, mais en même temps, personne regarde Gummo en premier. C'est toujours tout le monde a vu Split Breakers d'abord et puis après aller fouiller, quoi. Faut peut-être le dire, mais du coup, qu'on s'est un peu chauffé à essayer de tous rattraper toute la filmographie du gars. En fait, on a tous vu dans un laps de temps un peu tous les films qui nous manquaient de Harmony Korine. Et du coup, on a un peu une sorte de connaissance vision ultime. d'ensemble non, mais de vision d'ensemble de son cinéma, quoi. Tu vois ce Bah que je veux dire? oui, c'est un prétexte, cet épisode. Le film en question, je pense que on l'a apprécié à des degrés divers, mais pas tellement. Ouais. C'était plutôt, une manière C'est plus une expérience. Hein. de se faire une petite rétrospective du cinéma d'Harmony Korine, quoi. C'est cela, c'est cela. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones et de manger votre popcorn en faisant le moins de bruit possible, car c'est l'heure de l'ultime séance. Pour commencer cette ultime séance, on va faire déjà un rapide tour de table pour voir l'avis de chacun sur le film. Qu'est-ce Let's que vous en go. avez pensé? Alors, moi, je souffle. Le film... on a enchaîné Agro Drift et celui-là... Oh putain. Ouais, Bon, j'avais déjà vu Agro Drift, je l'ai vu une deuxième fois, mais j'ai quand même préféré. Là, disons que j'aurais préféré voir un court-métrage que 1h17, même si ça paraît court, le ressenti était assez long pour ma part. Parce qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Je sais pas, j'ai même pas trouvé ça hyper drôle, quoi. J'aurais préféré plus voir de scènes où justement ils vont chez des gens et il y a une interaction, ou même que, à la rigueur, ouais, ça soit plus un peu comme dans l'esprit de Jackass, un peu caméra cachée, où ils sont dans la ville et il y a des gens autour, enfin je sais pas, qu'ils fassent des trucs un peu choquants vraiment et qu'il y ait des réactions de vraies personnes qui viennent à leur rencontre, ou je sais pas, même qui se fassent arrêter par les flics. Ouais, j'attendais vraiment un truc un peu de sale gosse, tu vois, qui viennent troller dans la ville, mais sauf que là, du coup, l'impression... D'ailleurs, c'est tourné à Nashville, Tennessee, comme Gummo, et ouais, l'impression que c'est une ville fantôme, il y a personne, ou ils font ça Ouais, bien mais la justement, nuit quand il y a pas grand Ça, monde, on va quoi. en parler. Parce que... Donc Moi, je voilà. pense que c'est pas anodin, justement, ce truc. Ouais, peut-être. Moi, m'a pas mal emmerdé, je vais dire la vérité. Non, mais c'est tout à ton honneur. Non, mais je comprends de fou, en vrai. Et Izzy, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? un peu pareil dans le sens où, je sais pas, vu le titre et tout, tu t'attends à peut-être plus de trucs bizarres. Même dans ces autres films et tout, t'as quand même des trucs assez chelous. Bon, là, c'est quand même bizarre, mais je sais pas, c'est comme si ça tournait en rond, comme un disque rayé, tu vois, ils font un peu toujours la même chose. Et ouais, moi, ça me fait penser à How to Basic, parce que des fois, t'as des scènes de POV où, genre, tu sais, ils pètent des trucs et tout, je suis là, c'est une inspiration, tu sais, How to Basic, la chaîne YouTube, là, où ils préparent une ok, recette. d'accord, oui, Ouais, pardon, j'ai j'avais pas... entendu, oui. Désolé. J'adore cette chaîne. Et ben voilà, tu vois, Incroyable. moi, ça me fait penser à ça en termes de la violence, là. Oui, de fou, oui. Genre vraiment, ou Jackass aussi, genre je m'étais dit, les darons de Jackass ou les Jackass vieux, quand ils ne pourront plus faire de cascade, du coup ils pourront juste faire genre de baiser des poubelles. Mais ouais, je sais pas, je peux pas dire que j'ai aimé, dans le sens où, bah, ouais, pareil, il se passe pas grand chose. Mais bon, c'est intéressant. Et juste, du coup, puisque je me faisais un peu chier, j'ai essayé de trouver des théories, donc je vous les dirai plus tard. Parce que ça m'a un peu permis de plus aimer le film. Je me suis dit, ah, attends, si c'était ça. Et donc voilà.
Mais j'avoue que oui, c'est pas, je sais pas, il se passe pas grand chose. Ils font toujours un peu la même chose, pas d'évolution. C'est encore s'ils tueraient des gens, tu vois, ce serait intéressant. Bah, ils en butent. Hein. Ouais, mais qu'un seul, tu vois pas la scène. Enfin Ouais, bon, je sais c'est pas. vrai. Voilà. Et toi? Moi, ça me fait un peu penser vite fait, tu vois, à Starry près de chez vous. Il y avait un petit côté ça, je trouve, mais très vite fait, hein, vraiment très vite fait. Pour oui, une scène, ouais. Non, mais même pas, la globalité, c'est genre tu suis des gens qui font des trucs bizarres, et voilà, mais ça m'a vraiment fait penser très très lointain. Sur Letterboxd, j'ai mis que c'était les mignons dans 30 ans, tu vois. Ils sont tout fripés et ils s'expriment presque pas. Ouais, Et du coup, toi, Zach, ton avis, plutôt mignon ou c'est arrivé près de chez vous? j'ai mis que ça pourrait être une émission qui s'appellerait J'irai squatter chez vous. C'est genre comme J'irai dormir chez vous, tu vois. Genre Ouais. ils vont chez les gens, ils leur parlent avec eux et tout. Sauf que juste ils squattent chez les gens. Moi au début, en fait, il y a plein de trucs, j'ai rien compris. Genre, je me disais, est-ce qu'ils essayent d'aller dans des maisons et en fait toutes les maisons dans lesquelles ils vont, c'est juste des endroits où ils squattent? Est-ce qu'ils rentrent de force chez les gens? Est-ce qu'ils sont potes avec eux? On comprend rien Wow. en fait. Ah ouais, tu t'es posé toutes ces questions. Bah, il y a le temps. Hein. Pendant qu'ils baissent des poubelles, t'as le temps de réfléchir. Hein. Mhm. Et c'est ça, en fait, comme Izzy disait, moi j'ai passé mon temps à essayer de comprendre la logique de ce film, essayer de savoir où est-ce qu'il était le message caché, où est-ce qu'est l'intérêt du truc, tu vois. Quel est le message d'Harmony Korine derrière toute cette merde. Ah oui, et je trouvais qu'il y avait un effet Orange Mécanique aussi. Genre le début, Oui, un peu, enfin ouais, carrément. juste le début quoi. Genre le Je suis gang d'accord, si, je suis qui d'accord. font de la merde et enfin qui cassent tout, qui la violence. Mais après eux c'est plus envers des objets, moins que sur des gens. Donc c'est une version plus light on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais oui, et en fait, au début du film, vraiment, les 20 premières minutes, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, j'étais en mode, Ouais, qu'est-ce je suis que ça d'accord. pue du cul, c'est nul à chier, on se fait chier. Mais vraiment, hein, tout le début, j'étais en mode... En fait, la première scène, j'étais en mode, ok, c'est drôle. Et par contre, il y a des trucs qui m'ont fait premier degré rigoler. Vraiment, il y a des trucs, j'étais en mode, premier degré, je me suis tapé une barre. Genre, Et juste le gars, c'est dans les premières scènes, là, en fauteuil roulant, et juste il s'éclate dans les buissons, et ça m'a fait beaucoup trop rire ça. Et le cut de genre, il y a rien, ça cut et ils sont en train de faire du trampoline sur la route, ça m'a fait trop rire. Moi je trouve que le montage de ce film est trop bien. En fait le montage il est super aléatoire, mais je pense qu'il est super calculé, et tous les cuts arrivent au bon moment pour que ce soit un peu drôle je trouve. Des fois genre un cut crée l'humour, genre ça... Ouais, Ah je ouais. suis d'accord. Mais je trouve qu'il y en a trop. mais c'est marrant parce que dans les anecdotes sur le film, j'ai vu qu'il disait que il avait fait le montage en étant à moitié aveugle, avec les yeux bandés. Mais c'est possible. Mais Pour le je côté trouve aléatoire. que- Et toi, tu dis que non, en fait, c'est hyper calculé, ou alors ça crée involontairement de l'humour, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Mais du coup, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait de couper des trucs comme ça, mais j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que le montage créait de l'humour aussi, parce qu'il y a des scènes qui m'ont fait rire, parce que ça coupait à un moment inopportun, et Ah que ouais. ça arrivait sur un autre truc. Et puis des fois, c'est l'accumulation aussi, genre au début, tu sais, quand ils kennent des poubelles, je suis en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis plus ils le font, plus ça me fait rire, en fait. Oui. Oui, oui, genre, non, c'est le mais fait ça, je que suis ça d'accord. dure longtemps, tu vois. Ouais, mais sauf que des fois, je trouvais que ce truc de montage, tu vois, à la fin, c'est plus trop drôle parce que c'est toujours un peu la même chose. Mais Ouais, bah, mais en ouais. fait, il y a vraiment ce côté-là en mode, c'est un film qui est en boucle tout le temps. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'impression que la cassette, elle est buggée. Les scènes, c'est tout le temps la même chose. C'est toujours, ils arrivent quelque part, ils parlent avec le gars, ça part en couille, ils font n'importe quoi. Après, il y a une interlude où ils cassent des trucs. C'est tout le temps les mêmes phrases, il dit tout le temps la même chose. Et tu sais, il dit toujours get it, get it, get Ah it, ouais, nan, ouais. nan, suck it, suck it, suck it. Ils chantent toujours les mêmes chansons. Do it, Et le don't rire. fake it. Non, mais le rire de Corinne, là, putain. Il est horrible. Ah, ça m'a Vraiment, insupporté, mais vraiment, c'était de la torture. Moi, il m'a hanté toute la nuit, hein, ce rire. J'ai commencé à noter les rencontres avec des gens en me disant, ah, ça va être à chaque fois des trucs chelous. Un peu à la Borat, tu vois, ils rencontrent des gens, c'est un peu l'Amérique Oui, mais ça profonde. m'a Ouais. beaucoup fait penser à Borat, ouais. Sauf qu'en fait, après, ils restent entre eux, du coup, je suis en mode bon. Mais moi, la première scène m'a fait beaucoup rire avec le petit gamin obèse, psychopathe, là, Ah oui. qui mime un meurtre avec la poupée, là. Ouais. J'étais en mode, mais c'est quoi ça et tout? Est-ce que c'est son petit Mm. cousin, le pauvre? Ou alors quand il tape le cul des stripteaseuses, là, je sais pas trop quoi. Ah oui. J'étais en mode, what the fuck? Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est l'Allemand sur son lit, là, qui dit qui parle avec les fantômes et tout, là. Il y a des gros plans sur ses pieds dégueulasses. Ah non, j'ai Ah pas oui. pu regarder, ça me dégoûte trop. Franchement, les pieds, désolé, mais. C'est vraiment Oh. tout et n'importe quoi. En fait, il y a l'anecdote aussi du truc du gars qui met qui met rien sur ses étagères parce que sinon ses chats ils foutent tout par terre, ça m'a fait trop rire. Ah ouais. Mais tu vois, ces gens-là, tu disais, ouais, en fait, comme dans beaucoup de ces films, genre comme dans Julien Donkey Boy ou Gummo, je pense notamment, ça a l'air d'être des gens authentiques, des vraies personnes. Ah, c'est pas des acteurs, je pense. Non, c'est pas des acteurs, mais ça peut être aussi comme des gens random qu'ils ont croisés et que ils sont mis d'accord pour faire une scène ou enfin ils leur demandent. Des fois, c'est juste ils sont eux-mêmes et ils se font Oui, je filmer, pense. ils se rendent même pas compte qu'ils vont finir dans un film. Je sais pas, tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Ou alors, je sais que sur Gummo, il y avait
la plupart étaient pas professionnels, mais ils sont quand même castés dans le truc et Oui, on leur donne une situation et après c'est leurs mots, il y a pas de texte et tout, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté docu. un truc très naturel quand même. Ouais. Et j'ai trouvé que ça faisait très... en fait, on dirait vraiment une sorte de film de famille, quoi. Une film de vacances qui est monté, tu Ouais, sais. On dirait ouais. qu'en fait, ils sont en vacances et qui filment un peu tout et n'importe quoi ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'il y a quand même tout un truc sur la normalité, le fait d'être de la marge, de la norme, de tout ça. Mais de toute façon, ça transparaît dans tout son cinéma. Des Guillemot, il en parle de ça, mais voilà, bref, on va en parler plus tard. Et juste moi pour rappeler quand je parlais de Jackass, ce qui m'a fait penser aussi, c'est que je sais pas si vous connaissez, mais il y a eu quelques films avec le mec principal de Jackass, Johnny Knoxville, qui s'appelle Bad Grandpa, où justement il fait des farces, il fait des pranks quoi, mais il est déguisé en faux vieux quoi, avec pareil une espèce de masque en latex et tout. Donc je pensais ça partait sur ça quoi, mais pas tellement. Le vieux, il m'a fait... Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais le masque de vieux me fait terriblement penser à Massacre à la tronçonneuse. Ouais, Ça me fait beaucoup penser au vieux papy là dans Massacre à la tronçonneuse. Ah oui, ouais. Ça fait vraiment un masque de vieux mal fait, quoi. Même on dirait que ça fond Ouais, bien sur sûr. le visage. Mais après, je trouve qu'on le voit pas tant que ça, leur masque. Tellement la qualité est médiocre qu'en fait, Oui, ça va. tu le vois pas puis c'est tant tout que le temps ça dans de le noir. loin, tu sais. C'est une fois qu'il fait jour, là, tu vois plus, t'es là, ah ouais, mais au tout début, tu sais, quand c'est que Si des dans la scènes, voiture, on les voit pas mal aussi. Ouais. Alors, on parle de Harmony Korine qui porte un pull des confédérés là. Ouais, ça m'a fait rire. Ouais, what the fuck. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, donc t'as plein de scènes où c'est juste lui qui filme sa famille et qui se tape des barres et qui dit des trucs. J'avais pas compris au début. Moi, quand on l'a vu débarquer en mode attends, mais il y en a un quatrième et tout, c'est qui Ouais. Et même moi non plus, j'avais pas compris. En fait, je pensais que c'était juste un qui avait changé de tenue. Ouais, moi aussi. Et en fait, après, c'est quand il bute le gars, c'est quand on se rend compte en fait qu'il pose la caméra et du coup, tu le vois avec eux. Ouais, c'est Et ça. du coup, j'étais en mode, ah putain, d'accord, c'est lui. Et des fois, du coup, t'as des scènes où c'est juste lui qui se filme ou qui filme les trucs qu'il voit. Et il y a cette scène trop bizarre où il est sur le bord de la route et il y a un cadavre. Et t'es en mode, pourquoi? Ah ouais, le mec à poil là. Ah oui. Comme disent les anglophones, c'est super cursed comme film en fait. Mm. Le côté VHS fait que t'as vraiment l'impression de voir une sorte de snuff movie Ouais, bizarre en fait. voilà, c'est ça. T'as l'impression de voir un truc que t'es pas censé voir, tu vois. Bah c'était Ouais. comme disait Izzy, il voulait après avoir fini le film qu'il soit trouvé sur le bord de la route par des gens pour qu'il y aurait une espèce de truc de mythe urbain qui se créerait quoi. Mais bon après s'il rattache pas son nom au projet voilà. Ouais. Mais oui, je pense la volonté derrière c'est ça quoi. Après, la résultante en reste quand même un film pas très agréable à regarder de toute façon. Bah moi je suis un peu le connard de service mais pour moi c'est un peu une position arty à la con, tu vois. Moi, je suis le gars qui aime toujours tout. C'est genre, C'est ça. moi, même les pires merdes, je suis en mode putain, mais si, il y a quand même un truc bien, tu vois. Je veux bien faire un effort intellectuel des fois mais là Oui. Du coup, on va pouvoir passer sur. J'ai préparé un peu 3 axes d'analyse. Tout d'abord, je vais parler du genre du film parce que c'est vraiment un film. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, il y a tout un aspect un peu found footage. Enfin, c'est même carrément un found footage en fait. Et enfin. Oui et non, parce que techniquement, il faudrait qu'il y ait des personnages qui trouvent le film, mais parce que c'est techniquement ça la définition ouais, de found mais footage. la plupart des found footage n'en sont même pas, ils respectent pas leurs propres règles, donc on peut dire que c'en est un. Oui, c'est à part Blair Witch, il y a pas beaucoup de vrais found footage, quoi. Et du coup, il y a une sorte de côté un peu documentaire, mais très vite fait, tu vois, mais un peu comme dans si. Guillemot, ce truc de tu montres un peu la réalité, mais là, c'est pas pareil. Quand les gens lui posent la question, vous avez voulu faire un film d'horreur, lui il dit non, j'ai voulu faire une comédie. Genre pour lui, Trash Humper, c'est une pure comédie, et du coup, il parle notamment des 3 Stooges, qui sont un trio d'humoristes burlesques qui ont beaucoup influencé aussi Sam Raimi. D'ailleurs, les 3 Stooges, on les voit dans Mr. Lonely. et du coup, qui sont des trucs totalement inconnus chez nous, en fait. Ouais, pas du tout dans notre culture. Hein. Pour moi, c'est une sorte de trio burlesque, d'après ce que j'ai compris. C'est vraiment de l'humour, c'est du slapstick, c'est de l'humour pampant dans ta gueule, tout ça, quoi. C'est vraiment des trucs de base. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils voulaient faire une sorte de version complètement trash et dégénérée de ce truc-là. Ok. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du genre du film? Comment vous avez perçu ça? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un film? Oh, putain. Mais, Non, alors, mais c'est t'as vrai, pas tort, attends, hein. attends, mais en plus, t'as raison, sale bâtard, parce que tu fais des blagues, mais en plus, c'est vraiment le truc de ce film. Est-ce que c'est vraiment un film? Je crois que même Harmony Korine, des fois, il dit ça. Hein. Qu'il y a une forme hybride. Hein, moi, j'y vois beaucoup de l'expérimental. Certains y voient du docu. D'ailleurs, je crois il a été récompensé d'un festival de documentaire, alors que c'est purement quelque chose de fictionnel. Ces gens-là n'existent pas. Après,
Moi, j'aime pas les trucs qui sont accolés au film comédie dramatique ou black comedy, comédie noire, parce que moi, ça m'a pas fait rire. Si, comédie noire, je suis d'accord, moi. Non, je déconne, ça m'a fait rire à certains moments. J'ai bien aimé aussi le trampoline. Mais en fait, au début, tu trouves ça très chelou. Après, à la longue, tu commences à rire à l'épuisement, tu vois, à force Puis de après, le il y a voir. le après, ça rire te du fait gars, chier. là. Et après, au bout d'un moment, bah, ça te ressoule, quoi. Et t'es en mode, bon, c'est bon, on a fait le tour et tout. Bah, tu sais pas où ça va aller et tu as compris que ça va aller nulle part et que ça va être juste ça pendant 1h17, mais... Mais je trouve que il y a un moment où le film, il change un peu, en fait. Mais je me suis dit, quand est-ce qu'il va arriver, ce moment? Et puis, j'espérais qu'il y en ait un, tu vois. Pour moi, c'est la scène dans la voiture, là, où il se met à parler de leur vie. la peine des gens. Il dit que quand il conduit la nuit, il ressent la peine des gens. Oui. Il dit, quel est l'intérêt de se mettre dans cette vie, d'avoir un travail, une famille, des amis et tout, c'est n'importe quoi et tout. Et Ouais. du coup, pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que le film essaye de dire quelque chose vite fait, tu vois. Il y a un Ouais. peu ce côté de la normalité, que pour eux, en fait, la normalité, bah, c'est eux, tu vois. C'est les autres qui sont bizarres. C'est nous, Mais c'est en fait, ça. les gens normaux qui sont bizarres. Discours inspirant, autant que dans Fight Club avec Tyler Durden, là, qui fait un truc sur la Oui, c'est vrai. consommation. Là, c'était leur philosophie de vie exposée au grand jour. Ouais. J'étais vraiment... Non, c'est faux. J'ai eu envie de... Si j'avais une batte de baseball, je l'aurais balancé dans ma télé, en fait. Harmonie, mes couilles, là. Tu te rends tellement différent. Regardez, moi, je vole au-dessus du mainstream. Regardez, ils ont une vie bien banale. Et moi, je casse des poubelles et je me filme en train de faire caca pour de faux et de baiser des arbres. J'étais là en mode... Mais nique-toi, en fait. Ah ouais, c'est violent. Désolé. C'était ma réaction. Après, maintenant, avec le recul, ce que vous en dites, effectivement, on peut s'attacher à ça pour essayer de donner du sens à ce film qui n'avait peut-être Ou même même pas la un. fin, où genre... Il vole un bébé, là. Ouais, où la meuf elle fait une espèce de prière quand on la voit toute seule et elle est en mode ouais, Dieu, aide-moi ou je sais pas quoi. Oui. Ah ouais. Et après, boum, il kidnappe un bébé et elle le garde et la fin se finit sur elle avec le bébé. Moi, c'est là où j'ai trouvé Elle une autre chante une théorie. comptine. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est juste dans cette scène-là, dans la voiture, là, qu'il me dit, ça me fait peur de penser que ma vie est équilibrée. Ça m'a fait trop rire. La normalité fait peur, oui. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Puis il trouve que lui, baiser des poubelles, bah, c'est la normalité, et c'est l'équilibre, tu vois. Il y a un truc aussi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc sur la maternité quand même. Il Oui. y a toujours des bébés partout, c'est trop bizarre. Ils font traîner le bébé par terre, font le suffoquer et tout. Bon, c'est des poupées, hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais J'aurais préféré que ce soit un vrai. Et bah du coup, si on n'a plus rien à dire sur le genre, on peut passer sur le moche, le dégueulasse, la laideur. Parce qu'il y a tout ce truc-là aussi de... Est-ce que le cinéma... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, mais moi je veux pas avoir des trucs dégueulasses. Est-ce que le cinéma doit être beau? Parce que là, on a clairement une représentation de quelque chose... Enfin, le film, il est moche, tu vois. Genre, l'image est moche. Ce qui se passe dans le film est moche. Les personnages sont moches. Enfin, tout est dégueulasse dans ce film. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Moi, j'aime la beauté, moi. Je me disais, toi qui regardes beaucoup de... Bah, notamment avec ton publicité podcast catégorie 3 d'une excellente qualité, qui parle que de films interdits au moins de 16 ans, donc pour la plupart avec des trucs bien dégueux dedans, qui est fan de Gaspard Noé, Oui. et qui adore le body horror. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est laid et moche au cinéma? Est-ce que tu penses que c'est... bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Le lait au cinéma, je trouve que ça a une place qu'il faudrait pas sous-estimer, qu'il faudrait mettre plus en avant, ne serait-ce que... En fait, dès qu'on s'éloigne d'une image lisse, moi, ça me correspond. Tout le côté star system, mettre des gens toujours beaux, hyper musclés, en pleine forme, c'est chiant. C'est pas le quotidien de la plupart des gens. On est tous plutôt banaux, je sais pas comment on dit, normaux. Enfin, on a des physiques ingrats, certains. Moi, j'aime quand il y a des gueules de cinéma, tu vois, quand il y a des gens qui se démarquent par un physique atypique. Après, je sais pas si j'appellerais ça quelque chose de laid pour autant, tu vois. On peut trouver ça une certaine beauté là-dedans. Après, par rapport à ce film, ouais, c'est assez compliqué à regarder. Moi, je m'en fous des gens qui ont leur... Si on parle de leur costume et tout, moi, j'aime bien. Mais j'aurais préféré... peut-être on peut voir un peu plus à l'image, quoi. Ah ouais, je sais pas, je suis partagé. Après, je trouve que ça se prête bien à l'exercice du truc, quoi. Au moins, voilà, il reste sur sa ligne directrice. Il fait un film nul, avec des gens qui font des trucs nuls. Ouais. Et puis l'image est nulle, mais tout est raccord, quoi. Ça, c'est bien. Je sais pas, j'ai pas quelque chose de très éclairant à dire là-dessus, quoi. Non, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, Izzy? Moi, je trouve ça fou que ça ait été sélectionné dans plein de festivals. Franchement, ça me motive énormément pour faire des films. Comme quoi, t'as pas besoin d'une dernière caméra incroyable ou une histoire, vraiment. Tu peux juste faire T'as besoin d'un ça. nom. Ouais, c'est vrai. Bah après, si c'était pas Harmonie Corinne, il y a plein de gens qui font ça. Personne veut voir ce qu'ils font. Hein.
malheureusement. Bah, c'est le problème. C'est que c'est aussi là où j'ai encore un peu un problème avec ce réalisateur, c'est que, tu vois, lui, il peut se permettre ça parce que, pareil, vous avez dit, c'est son nom, tu vois. Du coup, bon, est-ce que... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu contradictoire. Après, pour revenir à ce que tu disais, moi, je trouve ça bien et beau de montrer justement ce qui n'est pas beau, ce qui est le quotidien de tous. Enfin, le quotidien de tous, on baisse pas tous des poubelles, mais... Mais c'est bien, là, ton truc de l'humain moche. Les pulsions de sexe incontrôlables. Des animaux. Il y a un peu ça. Il y a une scène qui m'a fait trop rire aussi, c'est quand il filme et qu'il commence à déclarer sa flamme à une bouche d'incendie, là, ça m'a fait trop rire. Ah oui, ouais, ça, what the fuck. Sur À un moment, ils sont dans le salon, là, dans la cuisine, je sais plus ce qu'ils font. Et en arrière-plan, un gars, il baisse le frigo. Ah oui, ouais. Mais c'est quand ils font les pancakes au savon, là. Ah oui, les pancakes. Ça, c'est ma scène préférée, je dirais. Ah, c'est dégueulasse. Ils mangent du mire-vaisselle, là. Là où il y a les frères siamois et il y en a un qui dit qu'il voudrait plus avoir de tête. Mais ils sont même pas siamois, en plus. Ouais, ils ont juste des chaussettes qui les lient ou je sais pas quoi, un bonnet. D'ailleurs, ils font un spectacle avec des chaussettes et c'est une référence à deux frères siamois chinois qui étaient itinérants dans un cirque. J'ai regardé Ah ouais ça. Ouais, le gars, il fait des références quand même. Hein. Faut pas croire. Ouais, hein. Pour faire un petit supplément ouais, sur la laideur, je trouve que malgré tout ce qu'on peut dire sur le film, même si j'ai pas vraiment apprécié, c'est nécessaire. C'est important qu'il y ait des curiosités bizarres comme ça. Tu vois, c'est un peu comme quand tu t'allais au cirque voir des freaks. Bah voilà, là c'est le freaks du cinéma, quoi. Moi, je trouve que effectivement c'est bien dégueu, mais je crois qu'on en a déjà parlé avant, mais c'est un peu aussi face à parce que il me semble que Mr. Lonely ça a pas marché du tout. Et en fait, il y avait un peu ce truc-là après avoir fait un film qui, bon, j'ai pas fini, il me reste une demi-heure au film, j'ai pas eu le temps de le finir, mais il est beau. Ça m'a l'air bien écrit, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance, les plans sont travaillés et tout ça. C'est vraiment d'être un film plus classique comme on l'entend quoi. Et comme ça a pas marché, il s'est dit tu vois, c'est vraiment genre, il envoie tout balader. Là, c'est dans le synopsis, donc un DVD sorti par Potemkin. Et en fait, dans la description, il y a marqué il est temps de faire des films comme les images et les formes qui apparaissent sous nos paupières quand nous fermons les yeux. Il est temps de cracher sur les règles, tu vois. C'est vraiment ce truc-là de j'ai fait un film comme vous vouliez que je fasse un film. Si vous avez pas aimé, je vais faire l'inverse. Et je vais tout envoyer chier. Et il y a vraiment une volonté de faire le truc le plus... Après, c'est pas non plus... Tu vois, c'est pas non plus le truc le plus immonde de la Terre parce que c'est pas irregardable. C'est pas super gore, c'est pas si dérangeant que ça au final. Bah c'est ça. C'est juste de faire un truc où t'as envie d'arrêter de le regarder parce que ça a pas d'intérêt, tu vois. Ah, c'est pas mal ce que tu dis. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est le truc de genre... Moi, au début, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'a aucun sens. Pourquoi je regarde ça, tu vois? Et t'as envie d'arrêter, et en même temps, tu te dis, mais c'est quoi? Ça va être quoi la prochaine connerie qu'il va trouver, tu vois? Et du coup, il y a un peu ce truc-là, quoi. C'est vraiment le but, c'est de faire le truc le plus... qui donne pas envie de regarder, quoi. En plus, j'ai vu un article comme quoi qui disait, après Mr. Lonely, il avait un peu disparu des radars, genre le réalisateur, genre dans le sens où il était un peu perdu, je pense qu'il avouait qu'il était en dépression ou je sais pas quoi, mais qu'il avait un peu tout arrêté, disparu des radars d'un peu partout, donc c'est totalement en lien avec ce que tu as dit, enfin genre dans le sens où peut-être que il a fait ça, il a dit vous aimez pas, c'est de la merde, ok je vous remets un truc bien trash là. Ouais. Mais j'aime bien ce que t'as dit, genre je trouve c'est pas mal, c'est cohérent. J'ai envie de dire, est-ce qu'il a jamais fait un truc pour que ça marche commercialement? Est-ce qu'il y a jamais un de ses films qui a vraiment marché entre... Non, je pense pas. Non Spring Breakers quand même. Oui, mais je pense ça pas. va non. marcher. Et genre Gummo aussi, c'est un de ses films. Mais ça veut dire quoi marcher en fait? Je pense même pas. Aucun de ses films n'est rentable, je pense déjà. En même temps, c'est un gars qui vient du cinéma indépendant. Enfin, je veux dire, il s'en va les couilles que ses films marchent. Il se dit, je vais être populaire, tu vois. Sinon, il ferait pas du tout ça. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que vu je pense que ça a été un énorme travail, Mr. Lonely. Comme tu disais, c'est un vrai film il doit y avoir une grosse équipe derrière. Parce qu'il habite pas en Écosse, donc il y a plusieurs lieux. Il y a Paris, il y a l'Écosse et tout. Enfin, il a dû voyager pour ça. Doit y avoir beaucoup de trucs, voilà. Et je pense qu'il y a ce truc-là, comme t'en parlais au début, de revenir à quelque chose qui se fait super vite, voilà, qui revient à ce qu'il faisait au début, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que du coup c'est très particulier parce que il y a ce truc t'as l'impression qu'il veut quitter le système et puis il revient directement après avec Spring Breakers, The Beach Bum et tout, quoi. Ouais, c'est ça qui est bizarre. De toute façon, je sais pas s'il faut chercher une cohérence chez ce mec aussi. Hein. Alors je regarde là, j'ai quelques chiffres, mais bon, j'ai pas les budgets de chaque film. Mais effectivement, bon, Spring Breakers, je vois 32 millions de dollars à travers le monde, je crois. Donc c'est pas mal, je pense. Il a pas coûté autant. Gummo, déjà, c'est 1,3 million de dollars. Ça, je l'avais dit. Qu'il a rapporté? Non, le budget. Ah oui, mais il a rapporté 120 000 dollars. Donc c'est vraiment même pas 10 fois. Ouais.
Et ouais, Mr. Lonely a rapporté 400 000, Julien Donkey Boy 80 000, c'est rien du tout, quoi. Ouais, bah après, Gummo et Julian Donkey Boy, c'est pas des films qui sont faits pour marcher non plus. Hein. Surtout Julian Donkey Boy. Justement, le but du Dogme 95, c'est d'envoyer chier les règles et de casser les trucs super produits et bien faits, en fait. Mais voilà, Mr. Lonely, il aurait coûté environ 9 500 000 et il en a rapporté 400 000 la peine. Ah ouais, Dur. c'est ce qu'on appelle un échec, effectivement. Ah oui. Je sais pas, il a l'air d'avoir une relation bizarre à l'industrie, quand même. Eh bien, on peut passer à la dernière partie de l'analyse, de la discussion. Je voulais un peu évoquer avec vous tout ce qui est le côté, le message du film, la symbolique des personnages, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez que le film veut dire et ce que Harmony Korine veut dire à travers cet étrange objet, cet étrange ovni? Je pense qu'il parle de la frustration sexuelle des personnes du troisième âge qu'on néglige un peu trop dans nos sociétés occidentales et qu'il faudrait les aider à s'épanouir mieux. Merci, ça j'ai bien aimé. Non mais je sais pas, et t'avais pas des théories toi, Izzy? Ah oui, ouais. Il y a une première théorie. Bon, c'est un peu éclaté, mais je vous ai prévenu. Dans le sens où la ville semble déserte, genre on dirait qu'il y a personne. Du coup, je me suis dit, tu sais, ça fait presque apocalyptique dans le sens où il y a que eux qui font de la merde, filmés avec une caméra comme s'ils venaient de la trouver et ils filment là. Et du coup, je m'étais dit, genre on dirait qu'il y a eu l'apocalypse, après t'as le monde après, et t'as juste t'as eu des démons qui sont venus pour envahir du coup la terre et détruire tout. Et eux, c'est les démons restants qui n'ont pas pu repartir. Et du coup, ils s'amusent comme ils peuvent, mais ils sont capables de faire qu'une chose, c'est détruire tout ou faire de la merde. Bien, ouais. Et du coup, ou baiser des trucs, et ils savent pas si c'est une poubelle ou quelqu'un, tu vois. Genre, du coup, ils baisent juste des trucs qu'ils trouvent cool. Et ils sont incapables de faire autre chose. Du coup, ils sont bloqués dans cette spirale-là et ils sont bloqués dans ce monde-là. Et genre, c'est un peu les déchets laissés, tu vois, à l'abandon. Cela dit, en vrai, c'est pas... Moi, j'aime bien, hein, c'est pas con, parce que ça concorde avec la scène de la voiture, tu vois. Oui. Il y a un côté un peu... Ils sont pas terrestres, en fait. Genre, ouais, c'est ça. T'as un peu un côté où, genre, ils parlent des autres gens comme si c'était des humains, et eux c'était pas des humains, en fait. Et moi, je m'étais dit, peut-être c'est des aliens aussi, pourquoi pas, tu vois, genre... Mais bon, après, là... Ah oui, genre théorie. des aliens mal déguisés. Oui, avec leur c'est vrai que ça masque, fait un tu peu vois, c'est marrant. Non, j'aime bien. Ouais, je m'étais dit pourquoi pas. Je sais pas, parce que tu sais, ils font vraiment des trucs un peu bizarres. Puis ils ont l'air, tu sais, ils sont tout seuls, on dirait qu'il y a plus personne, ou les peu de gens qui restent, je sais pas, ils ont l'air aussi perdus, comme si c'était toutes des âmes abandonnées, genre, voilà. Et après, la deuxième théorie, c'est avec les bébés. Genre, ce serait une espèce de critique de notre époque, dans le sens où, tu sais, c'est des vieux c'est des jeunes avec un masque de vieux. Du coup, c'est comme si en gros, les vieux pour nous, de notre génération, ont un peu tout niqué le monde. Littéralement, ont foutu la merde partout dans notre monde. Et la jeunesse, du coup, en bave et va devoir tout réparer. Et genre, c'est pour ça que t'as les scènes du vélo où t'as le bébé qui traîne. Et genre, en gros, c'est les vieux qui ont abîmé notre monde. Ah ouais. Je sais pas, ouais, t'as la jeunesse qui va devoir tout réparer. Et à la fin, du coup, c'est un peu bizarre, mais tu sais, la meuf, elle dit, ouais, est-ce que Dieu, tu peux m'aider, machin. Hop, il kidnappe un bébé, elle a un bébé, et genre, elle se retrouve toute seule, y a plus les gars. Et comme si, en gros, elle seule, la femme peut sauver le futur, dans le sens, voilà. Et genre, c'est un peu le seul moment doux et normal, je trouve, aussi du film. Putain, en plus, avec un vrai bébé, et c'est pas une poupée, alors qu'avant, c'était des poupées. Et là, c'est un vrai bébé. C'est tiré par les cheveux, mais j'adore. Hein. Oui, ouais, c'est vraiment tiré par les cheveux. Non, mais franchement, je trouve ça vraiment pas con. Hein. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais oui, il y a tout ce truc sur la maternité, on en a pas parlé, mais... Ouais. Puis même, quand il y a pas de bébé, ils écoutent des bruits de bébé. Ah ouais, je m'en souviens pas, ça. C'est au début, genre ils sont sur la terrasse et ils ont un truc qui fait du son, j'ai pas compris ce que c'était, et ils écoutent des bruits de bébés qui pleurent et tout, enfin il y a vraiment un truc bizarre. T'as vraiment l'impression que c'est ça, c'est genre que c'est des enfants qui ont été abandonnés, tu vois, qui se vengent un peu sur les autres, enfin de toute façon il y a toujours un truc de ça, c'est les abandonnés, c'est les reclus de la société, et puis tous les gens qui voient dans le film c'est que ça. Ouais, c'est ça. Enfin t'as juste un homophobe, un mec chelou qui croit voir des fantômes, je sais plus, il y a plein de trucs, c'est trop bizarre. Tout est bizarre dans ce film, il y a rien qui est normal. Ouais. T'as l'impression que toute la ville est sous crack, genre vraiment. Mais c'est ça, en fait, il y a une forme d'errance aussi dans tout le film. Ils se baladent, ils errent, ils ont pas de place fixe, ils prennent leur voiture, ils vont un peu partout. En même temps, ils ont l'air de connaître des gens et en même temps, ils ont l'air d'être étrangers parce qu'ils rencontrent des gens. Enfin, c'est vraiment trop bizarre ce film, quoi. Il y a vraiment rien qui est cohérent, qui va, mais bon, c'est fait exprès, mais en fait, on voit vraiment le monde à travers les yeux de cette famille bizarre et à travers les yeux du caméraman, en fait, c'est ça. C'est que tu sais, quand il filme un cadavre, il a pas l'air de trouver ça bizarre. C'est juste genre il filme des trucs, il fait ses petites chansons, il rigole, il trouve tout drôle. Enfin je sais pas, c'est vraiment super particulier. Ouais, tout à fait. Voilà. Qu'en fait j'ai mis ils sont bizarres mais au moins ils se soucient des reclus, tu vois.
C'est genre, ils vont écouter les histoires des gens qu'on n'écoute jamais. En fait, j'ai l'impression que à travers ce film, genre, c'est un peu eux se sont mis dans la peau de gens bizarres avec leurs masques et tout, pour aller rencontrer des gens que personne va rencontrer, tu vois. Mais après, c'est tiré par les cheveux, tu vois. Je veux pas dire qu'il y a un truc anthropologique non plus là-dedans, mais je sais pas. L'ultime séance, le podcast qui vous donne envie de voir les films même les plus éclatés au sol. J'avoue. C'est incroyable. Mais non, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire sur ce film? Je sais pas, c'est... Mais non, mais c'est bien. Vous voyez de la beauté là où il y en a pas. Oui, c'est ça. Je trouve qu'aussi, j'avais noté ça, oui, il y a vraiment un parallèle du coup avec les enfants. Avec Julian Donkey Boy, je trouve qu'il y a ce truc du gosse qui se fait kidnapper et tout là, tu vois. Genre, on dirait vraiment un peu... Je sais pas. Ouais, ça se rapproche. En gros, ah oui, c'était profond de fou aussi. C'est que tu sais, t'as toutes ces scènes, quoi, à la fin, avec juste des plans de la ville où il y a rien. Ah oui, oui. Ouais. Et en fait, Je m'en souviens, c'est là que j'ai dormi. L'apocalypse. Moi, je trouvais ça beau. J'étais en mode, ah, mais il y a quelque chose qui arrive, tu vois. Et en fait, j'ai mis, le bruit de la caméra remplace le silence des rues. Tu sais, genre, le grain de la caméra et le fait qu'il y ait plein de bruit numérique partout, bah, ça fait que même si les rues sont silencieuses et qu'il y a personne, t'as l'impression que ça bouge de partout. C'est une analyse à la con. Ah oui, le grain de l'image. Oui, le grain de l'image. Tu le compares au bruit sonore. Non, mais c'est... Voilà, il était 1h, je savais plus quoi écrire, mais je trouvais ça, Voilà. j'étais en mode, ah, et c'est pas... Voilà. Ok, pas mal. C'est que le silence qu'il y a derrière ce truc, en fait, et puis il y a toujours des bruits de voitures en fond, alors qu'on voit personne et on voit aucune voiture. C'est ça qui me fait trop bizarre aussi. T'as l'impression que c'est vraiment un village genre qui est genre à côté d'une autoroute, mais où personne ne s'arrête jamais, tu vois. Ah ouais, une étape. Voilà. Bref, effectivement, je pense qu'on peut conclure. Là, on commence à dire n'importe quoi. Vous aurez le temps de voir 3 fois le film au lieu d'écouter l'épisode. Allez. Ça va, hein. La séance est terminée, il est temps de faire un bilan et de lancer le générique. And the winner is... Et maintenant, on peut passer sur votre avis sur le film, ainsi qu'une note sur 10, et si vous avez des prix à remettre pour ce film. La note, j'ai mis 5. Parce que... Ah, c'est bien, hein. Bah, pour moi, 5, c'est pas bien, hein, mais moi, je note trop bien. Hein, mais... En fait, genre, au début, j'étais en mode non, c'est vraiment de la merde, et en fait, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, tu vois. C'est vraiment une curiosité, comme tu disais, Boris, c'est vraiment genre un truc qui doit exister, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Ouais. Il faut l'avoir vu pour... je sais pas, mais je trouve que c'est pas inintéressant non plus, quoi. Il y a quand même un intérêt à le regarder, et au final, ça m'a un peu fait rire quand même. Donc voilà, je mettrai un petit 5, et le prix, le rire le plus démoniaque de la planète. Pas mal. Putain, je voulais mettre ça. Et toi, Boris ? Alors moi, la vie générale, ouais, c'est des trucs marrants à voir une fois dans sa vie, comme ça tu peux dire tu l'as vu. Mais oui, c'est assez médiocre, quoi. Du coup, je mettrais 3 sur 10 en note. Et un prix, bah pareil, je voulais mettre le prix du meilleur rire, mais du coup, c'est déjà pris. Donc je vais dire le prix de la meilleure comptine. Ouais. Ce qui est faux. D'accord. Le truc, la chanson qui dit tout le temps, là. Ouais. 3 petits diables ont sauté sur le mur. D'ailleurs, diable. Ah, comme par hasard, ils sont 3. Ah, ma théorie diabolique, là, c'est pas si con que ça. Et Ah quand oui, il a c'est vrai, chanté j'ai la jamais chanson, capté. j'étais en mode « Ah, bah, voilà !» Ouais, mais ils sont 4, en fait. Donc Oui, ça mais tient lui, pas. il est juste les yeux, tu vois, c'est le... Il participe des fois. Ouais, mais non. Bon, ben vas-y, donne-nous ton avis général sur le film, ta note sur 10 et le prix à remettre ou la récompense à remettre. Alors, un peu comme vous, dans le sens où, je sais pas, j'ai pas non plus accroché à fond sur ce film. Je pense qu'il y a peut-être très peu de gens aussi qui peuvent accrocher vraiment 100% honnêtement devant ce film. Et mais un peu comme toi, Zach, je sais pas, j'ai essayé de trouver un sens dans ça et je sais pas. Donc moi, je donnerais la note de 4 sur 10. Et Mais tu sais je suis pas. contente de l'avoir vu, quoi, en mode bon, je l'ai vu, mais je peux dire que je l'ai vu, voilà. Et ouais, en prix, remettre prix des meilleures poubelles ultra résistantes. C'est vrai qu'elles sont résistantes. Voilà, parce qu'elles se font bien violenter et finalement, elles sont encore là. Donc, big up aux poubelles. D'accord. Super. Si. Donc voilà, pour conclure sur Trash Humper, on voit qu'on a tous un peu aimé le film de façon assez modérée et que bah c'est pas voilà, c'est quelque chose de très particulier. On continue du coup avec la carte blanche des chroniqueurs. Voici l'instant hors champ. Allez, Dans moteur. 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur. Moteur. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur. Pour commencer ce deuxième numéro de l'instant hors champ, Boris, de quoi veux-tu nous parler ?
Eh bien aujourd'hui les amis, moi je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle MK2 Curiosity. Il s'agit d'un site de streaming qui est géré par le réseau de salles MK2. Donc un réseau de salles de cinéma parisien qui avait été créé par Marin Karmitz, un cinéaste et entrepreneur. Je sais plus, dans les années 70 peut-être, j'ai pas envie de dire une connerie. Voilà, mais en gros c'est un réseau de petites salles de cinéma art et essai, mais qui fait aussi un peu dans le grand public. Et donc ils ont leur plateforme vidéo gratuite qui s'appelle MK2 Curiosity. Il suffit simplement de créer un compte avec un mail. Alors vous avez plusieurs formules, c'est-à-dire que vous pouvez également souscrire à un truc payant par mois ou à l'année, et vous aurez accès donc à tout un catalogue de films d'auteurs assez cool. Mais si vous avez comme moi juste la formule gratuite, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que chaque semaine, vous avez 3 ou 4 films qui sont mis à disposition gratuitement. Et en fait, plutôt que de vous faire avoir par les algorithmes type Netflix ou Prime Video qui vont choisir le film pour vous et vous recommander uniquement ce que vous aimez, et bien en fait là, c'est directement des éditos qui sont faits par des gens passionnés et qui les font souvent en rapport avec l'actualité au cinéma. Par exemple, là, au moment où on enregistre l'épisode, donc la semaine dernière, il y a le nouveau film du couple Jonathan Vinel, Caroline Poggi qui est sorti au cinéma. Donc c'est l'occasion, là, vous retrouvez un entretien avec eux, également 2 de leurs courts-métrages et une archive vidéo qui vont commenter. Donc voilà, je me souviens, au moment où je me suis inscrit, il y avait le nouveau film de Bruno Dumont, L'Empire, qui était au cinéma. Et donc j'ai pu découvrir un de ses films les plus connus de l'humanité, qui était disponible gratuitement sur le site. Donc voilà, je recommande à tous les cinéphiles d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce site qui vaut vraiment le coup. Et vous trouvez vraiment tout, il y a du court-métrage, long-métrage, documentaire, fiction, expérimental. C'est vraiment assez pépite. Voilà. Ok. Et toi, Izzy, tu veux nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous parler d'un documentaire de Werner Herzog, sorti en 2005, intitulé Grizzly Man. Alors, c'est un documentaire américain sur Timothy Treadwell. C'est un écologiste et passionné de grizzly qui a passé 13 étés sans armes auprès des grizzlies en Alaska. Et en gros, c'est un peu l'ancêtre des youtubeurs qui font des vlogs. Genre, non mais vraiment, il se filmait, lui, avec son quotidien et celui des ours. Mais il les filme vraiment de très près pendant ses 5 dernières expéditions. Et donc il réalise aussi des films de sensibilisation afin de prôner la nécessité de protéger ces ours-là. Et bon voilà, c'est pas du spoil parce que c'est un docu, mais bon malheureusement en 2003, à la fin de son expédition, il est avec sa copine en plus qui s'est fait... Elle était déjà un peu passionnée de tout ça, mais elle s'est fait un peu embrigadée par la passion de Timothy, un peu trop poussée. Et donc ces deux finissent malheureusement attaqués et dévorés par un grizzly. Voilà, c'est ce qui devait arriver arriva. Est-ce qu'ils ont fait une miniature avec écrit « On se fait bouffer par un ours » Ah, t'inquiète. C'est horrible, t'es vraiment une grosse merde. Et en plus, le problème aussi, c'est que du coup, les autorités ont été obligées de tuer 2 grizzlies pour faire l'autopsie, alors qu'ils sont, ils sont dans une zone protégée et tout. Lui-même était là pour la protection et du coup, de par sa mort, ils ont dû en buter 2 pour faire l'autopsie et tout ça. Donc, pas fou. Mais l'autopsie de qui? Des ours? Mais non, des 2 corps. Des corps de Timothy et de Amy, de sa copine, pour prouver que c'est bien eux qui les a bouffés. Ils ont pas juste disparu, c'est bien eux qui les a bouffés, ils les ont retrouvés dans l'estomac et tout. Ah oui, d'accord. Du coup, ils étaient obligés de les buter pour faire l'autopsie. Et d'ailleurs, cette attaque a été enregistrée par Amy Huguenard, qui est du coup la compagne de Timothy, car son appareil photo était allumé. En gros, c'est un enregistrement de 6 minutes. Et on entend des hurlements d'agonie, genre c'est assez horrible. Et uniquement quelques policiers et Herzog ont pu l'écouter. Et dans son docu, on voit que Herzog, il déconseille je crois que c'est à la famille et tout de l'écouter, genre en mode c'est vraiment un truc que tu ne veux pas entendre tellement c'est horrible. Et dans le docu, ils décrivent un peu ce qu'il y a, et mais bon, ils l'ont pas mis parce que c'est quand même trop horrible. Et enfin, tu comprends un peu mieux l'attaque et tout, enfin c'est terrible ce qui se passe. Donc voilà, j'ai vraiment été surprise, je trouve que c'est un très bon documentaire. Et aussi, t'as la voix off de Herzog avec son petit accent allemand là tout le long. Je sais pas, j'adore sa voix, je trouve qu'elle a une voix très reposante. Dans le documentaire, on jongle entre le vlog de Timothy, je vais appeler ça comme ça, et les témoignages du coup de son entourage après sa mort. Je le trouve intéressant parce qu'on cerne très bien son personnage
c'est pas que des défauts ni que des qualités, c'est vraiment un mélange de tout. Ça fait un portrait assez réaliste de ce personnage-là. Et on comprend vraiment un peu tout de sa passion envers les Grizzlies, qui était même prêt à mourir pour eux. Il se rapprochait de plus en plus d'année en année des Grizzlies. Genre vraiment, t'as des plans, il est vraiment genre, ils sont derrière. Enfin, il lui suffit juste d'un coup et il meurt. Donc c'est impressionnant. Il était quand même un peu conscient que c'était très dangereux, mais sa passion le poussait comme un aimant. Genre, c'est trop prenant, trop tentant, donc il est obligé de se rapprocher de plus en plus. Et ben voilà, il a fini par en mourir. Donc, mais voilà, très beau docu et je vous le conseille vivement. En plus, je sais que vous avez bien aimé Herzog aussi, certains de ses films. Donc voilà. Ouais. Belle découverte. Il est dans ma liste depuis longtemps, mais du coup, comme tu le dis là, ça me fait penser à, je crois que vous l'aviez vu aussi, Fire of Love. Oui, ouais. Et du coup, ça me fait beaucoup penser à ça. J'ai pensé à ça parce que après, j'ai pas beaucoup regardé de docu et celui-là aussi, je le trouvais très très bien sur le couple là. Et c'est un peu la même histoire. Les gens ils meurent de leur passion. Et oui. We're going to see the Grizzly man who like the bears. Ouais, tu fais bien sa voix. If you don't know Non, him... c'est trop un accent anglais. J'arrête ça. Ouais, j'ai bien aimé. Hein. À peu près 1 seconde, après ça m'a fait chier. Bon. Ouais, je suis d'accord. La même. Au début, c'était bien, et puis après... Et pas si trop. je fais un truc du genre... Non. En plus, il fait super bien, par ce contre, bâtard. Non. Ah, tu l'as trop bien. Ok. Et toi, Zach, de quoi tu as décidé de nous parler aujourd'hui Alors, je vais plutôt vous parler vite fait des dernières sorties un peu intéressantes en termes de format physique, parce que je suis un accro. Dans les sorties récentes de films récents, on a La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer qui est enfin disponible en format physique. Grand film si vous ne l'avez pas vu. Dans les trucs moins ouf, on va parler de gros nanars. Il y a 2 éditeurs qui ont ressorti pas mal de vieux nanars, notamment des nanars italiens. On a Sidonie, qui ont refait il y a pas longtemps Théorème de Pasolini, lien avec le podcast, dans une superbe édition avec un petit livre dedans et tout magnifique. Et là, ils ont sorti Les Barbarians, qui est un film de Ruggero Deodato, donc le gars qui a fait Cannibal Holocaust, mais qui est un film avec 2 frères catcheurs qui sont des barbares. C'est un film de fantasy totalement fauché, complètement misogyne et tout, mais voilà, c'est des petits kiffs perso, c'est dans la vague des films nanars de fantasy italiens. Et dans cette même période, on avait aussi beaucoup de films de science-fiction un peu post-apo, inspirés par Mad Max et par New York 97. Et du coup, il y a Les Guerriers du Bronx, Les Nouveaux Barbares et Les Gladiateurs du Futur. Enfin bref, c'est que des films complètement fauchés, inspirés de Mad Max, de Carpenter et tout, qui sont sortis chez Pulse Vidéo, ceux-là, voilà. Et en truc plus intelligent, on a Au hasard Balthazar de Robert Bresson, qui est ressorti chez Potemkin, que j'ai vu du coup il y a pas longtemps, et qui est un film très intéressant, je trouve. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Non. Bah je vous le conseille, c'est vraiment, tu vois, tu demandes à quelqu'un te demande c'est quoi un drame, tu lui montres ça. C'est vraiment genre, c'est dramatique, c'est un drame. Donc pour ceux qui ont vu plus récemment EO, qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Incroyable. Et bah c'est pas la même histoire, mais c'est vraiment le même concept de film, quoi. On suit un âne, et à travers l'âne on suit des histoires de plusieurs personnes qui sont un peu connectées comme ça au fur et à mesure de comment ils se baladent. Mais c'est vraiment super bien écrit, super bien fait. Bon, par contre c'est super austère et c'est vraiment très dramatique, quoi. Et je viens de voir à l'instant en regardant ça, et j'en suis fort heureux, que le 3 septembre chez Potemkin et MK2, donc tu vois, je fais des liens et tout, je suis un peu smart, ressort un truc qui était complètement introuvable, parce que moi j'ai essayé de l'acheter, je l'ai eu, j'ai une version espagnole et j'ai pas que ça à foutre. C'est le film immense en 2 parties de l'adaptation de L'Anneau des Nibelungen par Fritz Lang, qui est du coup un film en 2 parties qui dure à peu près 5h30 en tout, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Et du coup voilà, donc c'est 2 films en noir et blanc colorisés et qui sont dans les gros trucs de fantasy de l'époque. Et du coup, voilà, je suis très très content qu'ils le ressortent, parce que les éditions françaises d'avant, donc déjà c'est la première fois qu'ils le sortent en Blu-ray en français, parce qu'il était déjà sorti mais chez Eureka, donc c'est pour les anglophones. Et du coup voilà, donc il va sortir le 3 septembre pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ok. Super. Bon, on peut passer maintenant au moment tant attendu de l'émission, à savoir le jeu de la fin, la barlographie. Un film comme ça qui se passe dans le désert avec 2 mecs qui traversent et c'est des fois interminables. Est-ce qu'on contemple plus ce qu'on nous raconte, ou est-ce qu'on raconte plus ce qu'on nous contemple? Je dis, moi, le Alien 2049, bon, c'est très beau esthétiquement parlant, mais je pourrais manger un Twix pendant la séance. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse. Chant contre chant, Matrix, Amélie Poulain, pouf, paf, pouf, tu parles comme dans ton film, toi. Tu ne t'arrêtes pas. Il est dans l'air du temps. Mais on va où, quoi? Le principe est simple. On doit faire deviner le nom d'un film aux 2 autres personnes en racontant son intrigue de manière approximative et en mélangeant les noms des auteurs ou interprètes très sereinement,
mais toujours avec l'assurance d'épater la galerie. Aujourd'hui, c'est Easy qui a trouvé une barlographie et qui va nous la dire dans un instant. Et juste après, Zach nous fera le fameux jeu de la devinette à partir d'une critique hallucinée pourrie, c'est-à-dire 1 étoile ou 2 étoiles. Mais tout de suite, la parole est à Easy pour sa barlographie. Alors c'était un film long quand même, mais il nous parle d'un mec qui est un bébé. En fait, c'est pas vraiment son bébé. Il a créé son bébé. C'est genre, mais c'est pas un bébé non plus. Il est pote avec un gars et le gars est pédophile, mais bon, pas vraiment en fait. Et mais le bébé, il s'en bat les couilles. Il veut juste apprendre la vie, voyager, le monde. Et il rencontre un mec vert qui était vert, mais là il est pas vert. Et du coup, il voyage et on dirait une autre planète, mais en fait c'est la Terre. Ils voyagent ensemble et aussi son papa du coup du bébé était vert avant, mais c'était un vert un peu débile, un peu saltimbanque, tu vois. Mais ça c'était bien avant, un peu un con vert, con vert. Wesh. Il volait et tout, mais bon ça c'est autre chose. Et après du coup son papa il tombe malade et bref le bébé il va découvrir le sexe, il va beaucoup baiser, mais genre vraiment beaucoup parce qu'en fait c'est plus vraiment un bébé, parce qu'avant c'était un bébé mais là c'est plus un bébé, tu vois. Et il va vivre sa meilleure vie. Et à un moment, il y a des méchants, ils veulent lui couper son plaisir. Ils vont lui dire, en fait, arrête de prendre du plaisir à ce que tu fais. Et donc, c'est pas fou. Et donc, le bébé se rebelle. Et le mec vert, qui est plus vert, du coup, devient une chèvre. Devient une quoi? Une chèvre. C'est fini, là. Ouah, elle est bien. Je pense qu'on a rien compris. Attends. Ah ouais, peut-être qu'elle est trop poussée. Tu veux pas la redire? Le mec vert devient une chèvre. Attends, c'est bien si vous avez pas trouvé. Pour moi, c'était trop évident. Je vais vous donner plus d'indices. Non, mais après, connaissant Easy, elle va super loin. En tout cas, on l'a tous vu et tout ça. J'ai trouvé. J'ai rien compris. Moi, j'ai trouvé. Mais en fait, c'est le bébé, il m'a mis sur mauvaise piste parce que j'avais toujours en tête une image d'un bébé avec le crâne chauve et j'étais en mode, ouais, c'est quoi son truc? Mais je crois au tout début, t'as redit l'histoire et t'as dit un truc qui m'a fait faire tilt et j'ai fait... Et du coup, en écoutant tout le reste, t'es en mode ouais, c'est ça, c'est sûr. Attends, vas-y, refais le début. Non mais je le trouvais tout seul. C'est un film long quand même, qui nous parle d'un mec qui a un bébé, mais en fait, c'est pas vraiment son bébé, il a créé le bébé. C'est là que j'ai trouvé. Ouais, voilà, c'est pour ça que je l'ai redit. Il a créé le bébé, attends. Il a trop le seum. Non mais attends, je veux trouver. Mec, tu sais. Si, je veux trouver. Il a créé le bébé. C'est pas mal. Ah, je suis contente. Je pensais que c'était peut-être trop... En fait, quand t'as dit il a créé le bébé, j'ai pensé à une histoire un peu similaire. Et du coup, j'ai fait le rapprochement et j'étais en mode ah ouais. Mais oui, c'était bien trouvé. Mais pourquoi il y a des mecs verts et pas verts Ah bah ça. Mais attends, je peux... Ouais. Au pire, je dis et après tu redis et il va comprendre. Ouais, comme tu veux, Zach. Non. Mais il va jamais trouver là. Donne un indice, mais si, je vais trouver. Oh, elle a dit plein d'indices. L'indice, c'est que c'est tiré d'une nouvelle d'il y a très longtemps. Ça a été adapté plein de fois au cinéma, c'est très connu. Il est sorti cette année. C'est un long film qui nous parle d'un mec qui a créé un bébé. Oh putain de merde, mais tu sais que j'y ai pensé au début. Ah! Mais j'y ai pensé au début, je me suis dit c'est pas ça. Ah mais oui, il devient une... Mais attends, mais il devient pas une chèvre. Mais si, à la fin, il devient une chèvre, il a le cerveau d'une chèvre, à la fin. Mais c'est le mec, c'est pas... Bah oui, c'est le mec, j'ai dit le mec vert. Et le mec vert, c'est Hulk, en fait. Du coup, le film, c'est Pauvre créature. Ah oui! Il pensait pas à ça. Wow. Attends, tu pensais à quoi? Ok, le mec vert, mais il est plus vert. Ah ouais, bah oui, c'est Mark Ruffalo, putain de merde. Et après, j'ai fait le lien en mode, William Dafoe, il a fait le bouffon vert. Du coup, j'ai dit, et son papa était vert, mais en mode saltimbanque. Mais ça, c'était bien avant. C'était bien trouvé, hein. En fait, j'y ai pensé plusieurs fois, mais après, je me suis dit, non, ça peut pas être ça. Bah, je sais que, enfin, je sais pas, je m'étais dit, vas-y, ça peut être marrant de faire ce film-là. C'était bien tordu, hein, quand même, j'ai bien aimé. Ça, c'est une barlographie de qualité supérieure. Oh, waouh. Franchement, t'en as pas fait depuis tout le début, mais là, elle est bonne. Et le gars, c'est un pédophile qui veut la demander en mariage parce qu'au final, de base, elle a encore un enfant, un bébé. Oui. En fait, c'est quand t'as redit le truc de création du bébé, je pensais à Frankenstein, et t'as parlé de pédophile, et je sais qu'il y a des histoires comme ça, enfin, parce que c'est son daron, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, ah, si on part sur Pauvre créature, et quand t'as dit le truc vert, pas vert, j'étais en mode, ah oui, et j'étais en mode, ah, c'est Mark Ruffalo. Moi, j'avais The Mandalorian dans la tête, mais ça avait aucun sens, du coup. Parce que je me dis, il a un bébé vert, mais pas vert, qui est pas à lui, enfin bref. Ouais, moi, j'avais les Namek dans Dragon Ball, je sais pas pourquoi, des gens verts, j'étais en mode, what? Vert, j'ai pensé à Hulk et Yoda directement. Bah, et après, je me disais... c'était ça, ouais. Ok. Eh bien, merci, Izzy, pour cette barlographie de qualité. Du coup, à toi, Zach, avec le jeu des critiques nulles d'Allociné. Alors... Un style de cinéma étrange, qui plaira sans doute à certains, où le mot «
plaisir entre guillemets est uniquement utilisé pour nous annoncer une orgie, 3 petits points. J'ai eu la malchance de m'emballer sur le synopsis auquel il ne faut surtout pas faire confiance. Durant la rencontre d'après séance, le réalisateur a eu du mal à nous expliquer le propos de son film. Ça, c'est la fin? Ouais. Mais non. Attends, y'a que ça? Ouais, mais ça c'est la première critique. Ah, merde. J'ai retenu le mot orgie. Ouais, moi aussi. Film bizarre, je suis sûr que c'est Gaspard Noé. Ouais, j'ai pensé à Gaspard Noé. C'est Love. Je vous en lis une autre. De Cinéphile 44, 1 étoile. Et le prix du film le plus obscène de l'année est attribué, je dis pas, Gaspard. après la projection, le cinéaste nous indique qu'il avait envie de voir ce film, alors il l'a réalisé. Nous, on ne sait pas si on aurait voulu le voir. En effet, la splendide photographie qui alterne les couleurs psychédéliques et les différentes nuances de noir et blanc ont de quoi nous charmer. Mais sous cette mise en scène se cache le fantasme d'un pervers sexuel qui retrouve tous ses désirs les plus enfouis. Bah, c'est pas pauvre créature. Non. Après, ça spoil un peu trop, donc... Parce qu'il y a du noir et blanc. C'est en noir et blanc ou il y a des scènes en noir et blanc? Il y a des scènes en noir et blanc. Ah. Mais c'est pas entièrement en noir et blanc. Non. Ok. Après la fin de la critique, c'est 2 heures plus tard, le film nous sort un conseil bidon pour les femmes qui ne doivent jamais être vulgaires. Et ce qu'on vient de voir est tout à fait l'inverse. Oula. Ah, je vois pas du tout. T'en as pas une autre? Ce film sort de l'ordinaire, mais ça ne l'empêche pas d'être mauvais. Un scénario ridicule, voire de mauvais goût, des idées laides à l'esthétisme bancal. Certains mettent en valeur le noir et blanc, et pour ma part, je l'ai trouvé particulièrement moche. Surtout le rapport à des films sortis récemment. C'est un film récent? Oui, plutôt. Enfin, c'est pas si récent que ça, mais quand même un peu. Et il y a des scènes en noir et blanc dedans, en mode flashback ou pas forcément? Non, pas forcément. Ça fait 2 fois que les gens, ils en parlent 2 fois, genre c'est... Oui, il y en a beaucoup des films, des scènes en noir et blanc, mais c'est pas spécialement pour des flashbacks. Une autre, à 1,5. Un film de pirates qui vire au naufrage. Le ridicule ne tue pas, c'est bien connu. Heureusement pour toute l'équipe du film. Pourtant, la richesse picturale alliée à la sensualité expressionniste pouvait laisser espérer une nuit du chasseur à la française. Hélas, un scénario paresseux et des dialogues indigents plombant le projet dès les premières minutes. Putain, je vois pas du tout. Et il y a du cul dedans. Oh oui. Ça film avec marque. Un film avec du un cul. film de Greg Araki? Non. Non. Parce qu'il y a une scène à un moment en noir et blanc. Là. Mais c'est pas récent, c'est vieux. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, tout est relatif. C'est trop dur. Ce film est une... Attends, 0,5 de Vincent Michel. Ce film est une vraie punition, c'est un marcy de mauvais goût et de vulgarité, un cauchemar. D'accord. Et après, il y a un truc, si je le dis, c'est spoilé. Ah, je sais ce que c'est bon, j'ai trouvé. Bah, dis pas. Attends. Moi, je sais pas si je vais Je trouver. suis pas sûr en vrai parce que c'est pas un Français qui le réalise? Si. C'est un Français? Ouais. Ah, du coup, j'ai pas. Parce que moi, je pensais à Antichrist de Lars von Trier où il y a des scènes Il y en a noir des et blanc. scènes. Ah ouais. Oui, au début, là. Mais j'étais en mode, ouais, les gens, ils auraient pas rencontré le réalisateur. Il y en a une qui est pas mal aussi. Il n'y a pas de honte à faire ce genre de film, 3 petits points. Le noir et blanc est superbe, 3 petits points. Mais c'est extrêmement vulgaire. 3 petits points. La morale me semble douteuse. Oulala, putain, Moi, mais je pense à Gaspard Noé, mais j'ai pas de scène de... Après, donc, expérimentation ratée, du moins pour moi. 3 petits points. Et il est moins de 16? Non, c'est 12 ans avec avertissement. Ah, donc c'est pas si trash que ça. On ne pourra pas reprocher à de tenter une fable en noir et blanc aux personnages burlesques et au dialogue aux frontières du réel autour d'un scénario fantastico-onirique, un monde nouveau s'appuyant sur les hallucinations visuelles violentes. Mais l'ensemble est déplaisant, peu intense et fou la nausée. Perso, je n'adhère pas. C'est français, t'as dit? Oui, c'est français. Alors attends, faut que je trouve un truc qui en dit un peu plus sans en dire trop. Ah voilà, ça c'est bien. C'est long là. Un film douteux, avec une certaine image obsédante du sexe. Des garçons androgynes, ou plutôt des filles déguisées en garçons. Les garçons sauvages. Dégoûtant, cela me rappelle la prose d'un écrivain qui terminera ses jours en asile psychiatrique. Ah oui, un noir et blanc ouais. voulu, une histoire étrange et dérangeante. Ce film vous met les nerfs en pelote et à ne jamais aller voir, et je regrette de l'avoir vu. Ouais, c'est les garçons Ça sauvages, va, y a là. pas trop de sexe que ça, quoi. Ouais, enfin... Bah, quand même. Bah non, juste ça la fait nature. longtemps que je l'ai vu. Il y a je m'en juste des souviens pas plantes trop. qui ressemblent à des phallus et qui éjaculent partout, mais c'est ok. Non, mais il y a quand même une sorte de scène un peu sur la plage et tout. Mais je croyais que c'était tout en noir et blanc. Mais ouais, non. Non, c'est des couleurs. C'est principalement en noir et blanc, ouais. Eh ben, ok. Donc c'est quoi? Bah, c'est les garçons sauvages, elle a dit. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, on a trouvé en même temps, je crois. Bah, c'est les garçons androgynes. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y en avait plein. À des moments, ils parlaient de Vima Laponce et tout, mais du coup, j'ai pas dit. J'aurais pas... Ouais. Non, c'était bien vu, c'était bien. Ouais. Je me suis dit, j'ai trouvé un truc un peu pas facile, mais en même temps qu'on a tous vu. Bien joué. Et bien voilà, l'ultime séance touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et tutti quanti, mais également sur YouTube. Boris, Zach, merci beaucoup d'avoir été là pour co-animer cette émission de qualité. Merci à vous. Merci à nous. Et on vous dit à la prochaine. Salut!
Salut. Salut. Tu peux ranger tes écouteurs, le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des WC. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'ultime séance. Et bah c'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort intéressant. Putain, il casse les couilles le texte, c'est ce genre de musique là. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Harmonie Karine. T'écris que t'es hôtesse de l'air ou quoi? Je sais pas quoi dire. Non, pardon. Et ça va lui faire... Mec, t'es bourré Oh ou... là 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 là. Il est tout mou. Mais du coup, on vient de le dire, ça. T'es con? Pourquoi tu le redis? Putain. Tu veux une bière? T'as dit quoi? Le punk, c'est pas vraiment de la musique, hein. T'as dit quoi? Tellement c'est rien du tout, on dit c'est du punk. Waouh, quel génie. Fais gaffe, toi, hein. Sale merde, va. Trotskiste. Putain. Trop... Est-ce qu'ils sont mieux que ceux de Arm? C'est qui? Est-ce qu'il peint avec son gaca? Non mais, casse les couilles. Crasseux. Putain. Tu coupes ça, monteuse. Mais la trappe, c'est fini, non? C'est pas la Jersey, maintenant? Bah non. Non mais... Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais non, je mais sais vas-y, pas. commence pas, tu fais chier, tu fais exprès, là, t'es chiant. Mais c'est fini, la trappe. Mais t'es gueule, la Jersey, ça a duré 5... Quoi? Mais pas... Bon, allez, on s'est éloigné, là. Mais c'est toi qui me poses des questions, sale enculé. Taylor Swift, c'était pas de la trappe, me casse pas les couilles. Faut revenir sur Harmonie Corinne, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en bats les couilles. Des vieux qui baissent des poubelles, ça peut exister, hein. Harmonie Kubrick? Et moi, c'est... Allez, ta gueule. Toi, t'es le connard de service et moi, je suis le gars qui aime toujours tout. Oui, c'est... ouais, tous les... Ouais. En fait, je me suis perdue en parlant. Et ce que... C'est quoi cette voix? Espèce de fraude. Oh là, j'ai dit ton vrai nom. Je sais pas lire. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Moi, je suis curieux, dis-moi. Oh... Ça va. Mais regarde pas comme ça. T'aimes pas manger et pisser, toi? Non, non, c'est pas possible. Mais Boris, il est méchant. Yeah, Harmonie Corinne. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est Tu meurs d'envie, là. Faut qu'on arrête, là. C'est beaucoup trop long. On redit merci, ok? Merci à toi. Bisous. Et on vous dit à la prochaine. Mais non, attends. On cherche l'humour, ok, ici. Je sais, mais pense. On coupe?